Salut à tous, c'est Nivraï, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est arrivé près de chez nous. On approche de Noël, alors on a aujourd'hui l'esprit de Noël. Imagine une petite musique avec des petites clochettes en fond. Et... ou Maria Carré. C'est ça, donc on entend les voix. Je suis avec Al, Marine et Anaïs. Bonjour. On va vous parler encore de plein de choses aujourd'hui. Petit tour de table. Al. Oui, c'est moi, alors. Oh, pardon. Oui, donc oui, ça va un petit peu malade, comme vous pouvez l'entendre, mais je suis là. Tu auras tes belles voix ténébreuses, Suave. suaves. Ouais, heureusement, je n'ai pas un gros sujet aujourd'hui, c'est très bien. On a du coup Marine, juste en face. Tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? Parce que toi, tu as un gros sujet. Moi, je vais vous parler d'Harry Potter, parce que ça fait un peu l'actu, ça fera toujours l'actu Harry Potter, et on vous en a pas encore parlé sur ce podcast. C'est vrai. Et puis c'est Noël, donc c'est circonstance. Ouais, et puis au-delà de ça, c'est Harry Potter, c'est toujours chouette. Oh, joli. T'es chouette. Ah, c'est vrai, ça démarre bien. Et Anaïs, ça va bien? Bah écoute, ça va, malgré ce que le sujet va laisser entendre par la suite. Ce teasing. Ouais, petit teasing, Anaïs va nous parler de sa vie personnelle aujourd'hui. On vous rassure, tout va bien. Oui, voilà. Non, tout va bien. On va démarrer du coup un peu esprit de Noël, et Marine qui va nous parler de Harry Potter. Enfin, on va en parler ensemble, hein, parce que il n'y a pas que Marine qui aime Harry Potter. Je pense que vous les avez vus, non? Non, Ouais, ça vous parle? Oui, ça me parle. Un petit truc anglais, pas trop, je sais pas, c'est une femme qui avait écrit ça dans les années quoi, dans les années 2000. Bah ça a 20 ans. Ouais, non, elle a commencé en 90. Dans les années 90. Oui, mais enfin 90, moi Oui, 90 j'ai 3 ans, donc c'est pas tant 90. Mais elle avait commencé à écrire dans les années 90. Bon, bref, une saga qui est sortie un peu incognito, mais qui a fait beaucoup de bruit à partir, on dira, du quatrième volet. Petite histoire de l'édition, en fait, le manuscrit avait été refusé dans beaucoup de maisons, dont la mienne. Grosse erreur. Je crois qu'il y a eu des petits regrets. Voilà. C'est con. Il y a des choses comme ça, des planètes qui s'alignent pas au bon moment. Les siennes étaient récemment alignées à J.K. Rowling quand elle écrit cette saga. Moi, personnellement, j'ai découvert Harry Potter en 4e, avec le 4e volet de la Coupe de Feu. Mes parents l'avaient acheté à Paris, dans une librairie qui ouvrait spécialement à minuit pour la vente. Ils avaient vu du monde devant, ils étaient dit, oh là là, il faut y aller, ça a l'air sympa. Et ils avaient acheté complètement au hasard Harry Potter, sans trop savoir ce qu'il y avait. acheté. T'avais commencé le 4. J'avais commencé le 4. D'accord. Sans avoir lu le 1, 2, 3. Ah, c'est compliqué quand même. Du coup, j'avais pas trop accroché, parce que je comprenais pas, mais je trouvais ça chouette. Et j'avais notamment une petite besace Harry Potter avec le petit sorcier, c'est très joli. Et j'étais très fière d'avoir ce livre en me disant, mon Dieu, mes parents l'ont acheté à minuit à Paris, ça doit être incroyable. Et puis j'ai lu 10 pages, je comprenais rien, il y avait un homme dans une maison avec de la lumière bleue, et je ne voyais pas ce qu'il y avait autour. Donc je l'ai posé, j'ai arrêté, et puis je crois qu'à peu près pas longtemps après, le premier est sorti au cinéma. Et la même année. Donc moi je suis allée et là je me suis dit ok, ça a l'air chouette. Et le déclenchement ça a été de voir le premier volet au cinéma. Exactement pareil. C'est marrant. Moi j'avais essayé de lire le premier avant la sortie du premier film et j'avais eu un peu de mal, j'avais pas accroché, puis j'ai vu le film et là ça m'a lancé et puis après j'ai tout lu et j'étais à fond. Il est hyper enfantin le premier en plus. Enfin, ouais, mais j'ai adoré l'univers. Ouais, mais quand il est sorti en fait moi j'avais l'âge de Harry. Donc en fait pour moi il est enfantin mais c'était de mon temps. Alors moi, je remercie grandement ma prof d'allemand au collège en 5e, Madame Renaud, qui avait eu l'initiative de créer un club de lecture. Il y a eu 2 sessions à ce club de lecture dans l'année, quand même, grand club de lecture. Mais la première fois qu'elle l'a fait, on devait être 5 élèves. Aucun succès dans le collège pour la lecture. Il y a Harry Potter en elle nous a allemand. présenté Harry Potter. Non, justement, son but c'était de vous parler de livres en français. Il y avait aucun rapport avec son statut de prof d'allemand. Et elle nous a lu le premier chapitre d'Harry Potter. Et en sortant, je me suis jetée sur la documentaliste et j'ai dit je veux le tome 1. Et elle m'a dit je te connais Hélène, je te mets le 2, le 3 de côté et tu me diras. Et en fait le lendemain je suis arrivée, j'ai dit je prends le tome 2. Parce qu'en fait je n'avais pas dormi de la nuit, je voulais le lire et en fait en 3 jours j'ai lu les 3 premiers. Donc Hélène est une fan hardcore. Non mais disons que c'est excessive. Ça a été super fort pour moi et je me suis dit mais c'est génial ce truc. Et quand j'ai appris que en fait la suite elle était pas du tout sortie et c'était pas tout de suite quoi parce que je l'attends. Je sais plus si c'était 5e ou 4e, il a fallu que j'attende. Ouais. Et effectivement quand le 4 est sorti, j'ai tanné ma mère pour qu'on aille le chercher et j'ai commencé à lire les premières pages dans la voiture. On venait de l'acheter à la librairie de la ville et la voiture je pouvais pas m'en empêcher. Du village. Tu vis dans un village. Non. Oui mais il y a pas de librairie dans le village. Donc c'était la ville à côté. On a pris la voiture pour y aller donc mais ouais, ça a démarré moi vraiment avec les bouquins. Ouais, c'est les bouquins quand même. Moi j'avais une relation complètement différente, j'ai découvert Harry Potter vraiment sur le tard parce que quand j'étais au lycée parce que pour moi c'était des livres et des films pour enfants. Vraiment pour Quelle enfants. snob cette Anaïs. Non mais je pense que j'étais dans un univers notre fameux collège de ZEP Hélène, enfin moi mais c'est là pas du que tout la culture c'est là que je comprends pas, tu vois, parce que le premier film
L'école des sorciers, il est sorti quand nous, on était aussi enfants, donc en fait, on était la cible. On était au collège. Oui, non, on était au collège et moi, effectivement, j'avais pas du tout envie de voir des petits... Il est sorti en 5e. Il est sorti en 2000. Selon le moi, premier. Décembre 2000. Ok, donc on avait 12 ans. Donc pour moi, on est encore petit à 12 ans. Enfin, non, mais on n'était pas un 6e. Pour moi, c'était un truc... Ouais, mais Anaïs, elle était mature, tu vois. Ouais, avec sa casquette et ses Air Max, elle était en mode... le problème, il est plutôt là. Il était plutôt dans l'ambiance de... Tu regardais des films pour enfants, si tu regardais des trucs comme ça, tu vois, et c'est pas du tout... Enfin, je sais pas, c'était pas du tout dans la culture de mes amis, de tout le monde, de regarder ce genre de trucs, et c'était le a priori qu'on avait, tu vois. Clairement, moi, Harry Potter, j'en ai jamais parlé avec mes copains au collège, c'était plus un truc de famille, en fait, puisque ça a remis mes parents à la lecture. Mon père ne lisait pas, j'avais jamais vu lire. Il s'est remis à la lecture avec Harry Potter, ma mère les avait lus, ma sœur les a lus. Enfin, c'était devenu un truc de famille. En fait, on en parlait plus en famille qu'en vrai avec mes copains au collège. Moi, j'ai pas le souvenir aussi d'en parler au lycée. Moi, j'ai pas le souvenir d'en avoir parlé à qui. Donc, je l'avais vécu un petit peu dans mon enfance, c'est vrai, mais... Alors qu'après, au lycée, en fait, tout le monde m'avait dit, à partir du on avait assumé avoir... Non, mais à partir du 3e film, effectivement, enfin, tu vois, quand les films se sont enchaînés, tout le monde a dit, mais c'est absolument génial, faut regarder et tout. Et par contre, à partir je crois que c'est le 4e film que j'ai vu au ciné, je sais plus si c'est le 3e ou le 4e, mais c'est là où j'ai vraiment accroché. Et c'est, en fait, comme toi, j'avais vu genre le 3e film sans voir les 2 premiers parce que ça m'intéressait pas. Et après, j'ai rattrapé tout le truc et je me suis vraiment mis dedans. Et après, j'ai voulu lire les livres. Mais ça rendait un peu fou, hein. Moi, j'ai un souvenir en seconde où je ne vais pas à mon cours d'SVT pour aller acheter Harry Potter 5, quoi. Non, en fait, moi, c'est que t'allais assez loin. C'était ça qui m'arrêtait un peu, tu vois, aussi. Moi, je trouvais ça génial, en fait. Je comprenais pas l'euphorie, tu vois, ça me rebutait un peu. En fait, je trouvais ça fou de faire ça pour un livre. Tu vois, moi, j'étais pas passionnée de lecture, j'aimais bien lire, tu vois, les chairs de poule quand j'étais plus jeune. Moi, c'était le dernier tome, en fait. C'est, quand il est sorti, j'étais à la fac, et il est sorti en anglais d'abord, et c'est un âge où j'étais devenue consciente que les bouquins sortaient avant en anglais et après en français. Et j'étais offusquée de savoir qu'il y avait des gens qui allaient connaître la fin de l'histoire. Avant moi. Et en fait, je me suis inscrite sur des forums qui faisaient la traduction des tomes, et je faisais partie des traducteurs, c'est-à-dire que je me suis mis à l'anglais pour traduire Harry Potter, pour le traduire pour les autres et pour moi. Et alors qu'Hélène a fait allemand LV1, c'est important quand même. C'est clair. Et en fait, du coup, je passais mes soirées dans ma petite chambre d'étudiante à traduire chapitre par chapitre. On était plein, on se corrigeait entre nous et tout. Et vraiment, sur le dernier tome, ça a été un truc, mais c'est beau, hein, il me fallait l'histoire, tu vois, c'était hors de question. Attends, c'était sorti pas longtemps, peut-être quelques mois après en français, mais c'était long à attendre. Moi, le dernier tome, j'étais en prépa, je préférais lire Harry Potter que réviser. Ouais, donc je lisais, j'ai jamais vécu ça après, c'est une telle drogue où je pouvais pas m'endormir avant d'avoir lu, je sais pas, 100 pages, quoi. Et il était 2h, il était 3h du matin, j'avais même pas de fatigue. Ça vous avez ça pour tous les tomes? Moi, franchement, le dernier, j'ai mis énormément de temps à le lire. Ouais, c'est ce qui m'a saoulé. Je l'ai lu en anglais aussi. Effectivement, on en parlera. Parce que c'était en anglais, mais... Moi, non, parce que je l'ai lu en français, j'ai attendu la sortie française, mais on en reparlera peut-être après, mais le dernier, en fait, pour moi, vu qu'il se passe pas à Poudlard, je sais pas, je perdais une petite partie de ce que j'aimais vraiment beaucoup dans Harry Potter. Du coup, je me sentais un petit peu, peut-être aussi c'était le fait que c'était la fin. Ouais. Du coup, j'avais pas envie de le lire. Ouais, j'avais, pour le coup, je l'ai pas, j'ai mis vraiment plusieurs semaines à lire, j'ai été hyper doucement, quoi. Beaucoup plus costaud, et je pense qu'on parlera aussi après, beaucoup plus sombre, beaucoup plus bien sûr, beaucoup plus, ouais, mais ça faisait déjà quelques temps que c'était à tout le, tu sais qu'il y a aussi facilement, tu vois, comme les films ont fait grandir, enfin, et ont grandi avec le public qui les a regardés. Mais pour le coup, je trouve que la progression, elle est, enfin, tu vois, c'est pas du 6 ou 7 où là, bim, ça y est, on arrive dans un truc hyper sombre, ça se fait de façon très, équilibrée, très progressif. Mais tu vois, pour le coup, je pense que jusqu'au dernier, j'étais vraiment à fond, et c'est vrai que les livres, je les avais vraiment dévorés. Et le 7e, ouais, j'ai perdu, C'est vrai que c'était un livre, c'est un beau livre, t'étais fière de l'avoir dans ta bibliothèque, d'avoir c'est qui? C'est Gallimard, l'éditeur? Gallimard, éditeur jeunesse préféré. Je ne vais pas dire ça, mais je vous aime. La passe miroir, notamment. Si jamais vous avez un poste de... Ouais, puis c'est vrai qu'il se gave avec les livres, hein, puisque j'ai, je crois, 4 ou 5 éditions différentes. Oui. En français, j'en ai en anglais aussi, en plus. Mais c'est ça qui est fou avec Harry Potter, c'est que c'est quand même un truc maintenant qui est passé, et qu'en fait, ils continuent à faire des rééditions, les enfants le découvrent. Là, j'étais, avec Anaïs, il y a 1 mois et demi, il le rejoue au cinéma. Donc il y a des enfants de 10 ans qui ont jamais vu Harry Potter sur le grand écran, qui reprennent la saga à ce premier Harry Potter au cinéma. Donc t'as vraiment un truc intergénérationnel qui se passe avec, même si les effets spéciaux sont parfois un peu vieillots, même si le rythme du premier est terrible. Il y a quelques moments difficiles à regarder. Est-ce que vous pensez pas qu'un jour ils vont refaire une nouvelle saga, mais dans combien de temps? Du coup, pour m'être beaucoup documenté, parce que là on va en parler maintenant.
Pourquoi on parle d'Harry Potter aussi? Oui, c'est vrai qu'on a oublié de parler de ça. Parce qu'il y a les animaux fantastiques. Les animaux fantastiques, moi, personnellement, le premier m'avait profondément déçu. Oui. Le deuxième beaucoup ennuyé. m'a ennuyé, mais j'ai bien aimé la fin. Mais en tout cas, je ressors en me disant, mais c'est quoi cette blague? Où est la magie? T'as tous les magiciens, ils sont là, dès qu'il y a un problème, ils transplanent. Le pied sort, t'as rien. C'est gris, c'est pas beau. C'est plus la C'est même des adultes. T'as moins de charme, en fait. T'as pas ce côté découverte de quelque chose. On rentre direct dans le truc et C'est il pas faut faire magique. la guerre, quoi. C'est pas magique. On rentre direct, on a quand même 2 films d'intro, donc on rentre pas trop Oui, direct mais dedans. je veux dire, on rentre direct dans l'univers, c'est-à-dire qu'on part du principe que tout le monde connaît l'univers, Oui, des c'est magiciens, des humains, des machins, tu vois, et du coup ils se font pas chier avec toute la découverte de l'univers qu'il y a autour. Ouais, mais maintenant, ils pouvaient pas le refaire non plus, Non. enfin. Donc, Mais comme c'est avant, c'est vrai qu'il y a un problème sur ça. Bah ouais. Non, mais c'est mauvais, c'est tout. Je pense que c'est ça, ça manque de magie. Là, dans la bande-annonce, Poudlard en grand, par 4, par 3, par tout, machin. Poudlard, ça arrive au bout d'1 heure. Ça dure 10 minutes. Oui, mais forcément, ils jouent là-dessus, parce que c'est à ça que les fans sont attachés. Donc aujourd'hui, la saga sans Poudlard, qu'est-ce qu'elle vaut? À mon avis, pas grand-chose. Parce qu'ils ont pas, enfin, ça aurait pu être un truc bien, enfin. Après, il leur reste encore 3 films pour faire quelque chose de bien, je commence à douter. Enfin, mais 2 films d'intro, c'est quand même un problème. Vraiment, il y en a 25. Oui, ils ont annoncé 5. Alors après, je sais pas comment marche le 2, là, j'en sais rien. Mais ils marcheront toujours parce que t'as toujours cette communauté quand même d'Harry Potter qui va le voir. Tu vois, regarde, même nous les premiers. Je sais pas. Bah ouais, mais tu vois, par exemple, le 3e, je sais pas, quoi. Moi, tu vois, j'ai abandonné au premier. Les Animaux Fantastiques, je l'ai vu au cinéma, je me suis endormie. C'est-à-dire que moi, Harry Potter, c'est quand même quelque chose de fort. J'ai les collectors, j'ai tout ce qu'il faut. Et les Animaux Fantastiques, j'avais lu le bouquin dont c'est tiré, alors qu'en fait, pas du tout. Et face à l'écran, mais j'ai sombré comme pas possible. Je l'ai jamais revu. Je me suis même pas motivée pour le revoir. Moi non plus. Le 2, là, il est sorti, je me suis dit, au pire, quand il sortira en Blu-ray ou en DVD, si j'arrive à le récupérer. Je le téléchargerai. Bah, en fait, le truc, c'est que, il y en a 5, donc de toute façon, je les achèterai pas tant que les 5 seront pas sortis, parce que je prendrai un beau coffret si je finis par accrocher, tu vois. Si je veux voir le 2, faut que je revoie le 1 en plus, et ça m'enchante pas, en fait. Moi, j'ai pas vu le 1 avant de voir mais le 2 quand même. Mais je l'ai pas vu entier, le 1. Je me souvenais de rien du premier, et franchement. Parce qu'il était mauvais, mais le 2 aussi, il est très très mauvais. Il est un peu moins pire, je trouve, le 2, mais quand même. Donc pour revenir à ça, sur toutes les choses qui se passent, il y aurait une réflexion de remettre Harry dans cette saga. Dans les Animaux Fantastiques, c'est censé être le passé. Et comment, on ne sait pas. Bah mais oui, c'est pas ça. Ça. Enfin, c'est impossible. C'est les réflexions qu'a J.K. Rowling face au fait que ça marche pas trop. Et comment t'intègres Harry dans les Animaux Fantastiques? Mais parce que je pense qu'il pourrait avoir des animaux fantastiques sur plusieurs époques. Pour avoir les animaux fantastiques, il y a l'histoire de Redman dont tout le monde se fout. Mais là ils ont annoncé 5 films sur cette histoire-là. Oui, mais tu pourrais avoir une autre histoire d'animaux fantastiques où Harry et Aurore découvrent d'autres gens. Ouais, mais je sais pas non, parce que là, à mon avis, ils s'engagent surtout dans la porte Dumbledore. Oui, qui va les occuper pendant les 3 prochains films. Oui, c'est ça. Va être mais ça, la limite, Dumbledore. Mais ça, limite, pourquoi pas? Oui, voilà, ça c'est très bien. Ça. En fait, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on nous a servi l'histoire des animaux fantastiques, sauf qu'on s'en fout, hein. Et des Rain Man, en fait, on s'en fout. Enfin, il est quand même inintéressant au possible, et tous les personnages présentés dans le premier sont inintéressants. Là, ce qui est bien dans le 2, mais qui n'est pas encore assez développé, c'est la relation Dumbledore-Grindelwald. Et je trouve que les 2 personnages, oui, eux, ils m'intéressent. L'homosexualité de Dumbledore? Enfin! Non, mais pas spécialement. Mais bref, ça, oui, c'est intéressant. Mais là, en fait, ils nous racontent plein de trucs autour, mais en fait, on s'en Oui, mais c'est fini, en fait. Il y aura jamais Dumbledore et Grindelwald ensemble. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que non. La bataille a déjà eu lieu avant. Ils sont plus copains. Toi, tu connais pas bien l'histoire. Ouais, il y aura un autre. Bah non, l'histoire, elle est terminée. Il va le récupérer la baguette de Suro lors d'un combat. Oui, lors d'un combat. Donc, donc ils vont se revoir. Donc, leur histoire, elle est oui, mais c'est pas ouf. Et après, Grindelwald, il est tué par Voldemort. Donc, et il est redevenu gentil. Donc, en fait, son histoire à Grindelwald, elle est non, mais à la fin, mon avis, c'est pour ça qu'ils vont pas il est contre Voldemort, en tout cas. Ils vont pas introduire Harry Potter, mais plutôt, à la limite, les parents d'Harry Potter avec Voldemort, à mon avis, à la fin, et puis avec Snape. Enfin, je pense qu'ils vont essayer de reprendre tous les vieux professeurs. Je pense McGonagall déjà. Alors déjà, mais ça, c'est pas vrai. Ça, pareil, il y a un problème de timeline. On est en 1930. McGonagall n'est pas née. Oui, mais c'est sa maman. Bah alors pourquoi lui dire McGonagall, on s'en fout, sa mère, on fait un deuil. C'est une vieille sorcière, on ne sait pas en réalité. Non, parce que dans ce qui est écrit dans Pottermore, c'est qu'elle est née en 1928, tu vois. Et elle a une date de naissance. C'est pas comme Dumbledore où on sait que il a 150 ans, ou je sais pas quel âge il a. Mais elle a vraiment 70 ans, McGonagall. Donc là, il y a des vrais problèmes de ça. Il y a des choses assez... Mais c'est du fanservice, hein, les animaux fantastiques. Ils ne fonctionnent que sur le fanservice en mettant justement, effectivement, du clin d'œil à Poudlard, à tout ce qu'on peut trouver, parce qu'ils savent... À Poudlard? Tu l'as fait en allemand, toi aussi, de Poudlard? En anglaise. Poudlard. Et les gens sont vraiment... C'est assez drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent sur la fin des animaux fantastiques, qu'on va vous dévoiler parce que de toute façon, tout le monde s'en fout. Mais
en fait, croyance, serait un Dumbledore, donc il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle. C'est le twist de la fin du deuxième. Oui, voilà. Serait un Dumbledore, il s'appelle, je sais pas comment, par un A, mais j'ai oublié son prénom, Alfonso ou Arturo. On connaît son prénom. À la fin, il est dit, Johnny Depp, Grindelwald, il dit, tu es, ah oui, il le baptise. Enfin, il donne un prénom, un A, comme l'ensemble de la famille Dumbledore, et lui, il s'appelle un A. Donc, les théories les plus plausibles, donc, jamais dans les écrits d'Harry Potter, il a parlé d'un autre frère à Dumbledore, ni d'un neveu, ni d'un... Non, on parle que de Dumbledore, sa sœur. Sa sœur, c'est tout, qui serait morte, jeune, tuée par Dumbledore ou Grindelwald. Et comme, à la fin du film, Grindelwald dit une espèce de théorie. Tu as été trahi par ton sang. Oui, bah, c'est tout le film, c'est pendant tout le film, mais à la fin, quand il le regarde et que le phénix apparaît, il lui a dit, toi qui as été trahi par ton sang, tué par la main d'un tien, tu renais aujourd'hui. Et ben, cette théorie conduirait à dire que Croyance c'est en fait la sœur de Dumbledore. Ariana, qui se serait réincarnée dans ce jeune garçon, qui est joué par Ezra Miller. Et ça colle au niveau des dates? Bah oui, parce que là, Dumbledore, il a 40 ans. Oui, si, ça colle. Oui, parce que c'est quand ils sont assez jeunes. 18 ans. Oui, c'est ça. Donc, ça pourrait être une réincarnation. Une réincarnation, voilà. Ça a du sens. Et parce que ce qui dit ça... une réincarnation dans l'univers Harry Potter. Parce qu'on a déjà eu des cas de réincarnation. Non, mais à la limite, pourquoi pas? Mais pourquoi pas apporter de nouvelles choses? Moi, je suis pas contre, hein. Ouais, je sais pas. Pour le coup, je reproche pas à la saga je trouve pas qu'elle ne propose rien, je trouve qu'elle propose trop de choses et que ça va dans tous les sens et que du coup c'est elle ne fait pas de choix. confus. Elle ne fait pas de choix. Voilà, exactement. Mais par contre, il y a des envies. Je dis pas le contraire, il y a des envies et je pense que Grindelwald c'est pas un Voldemort bis, c'est exactement comme Voldemort et je suis pas d'accord, je trouve que c'est un méchant plus intéressant et plus de par plus sa malin. relation de toute façon avec Dumbledore. Tout à fait, beaucoup plus malin, voilà. Donc moi il y a quand même des choses qui m'intéressent vraiment dans le fond. C'est juste que la forme, franchement, elle est dégueu, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, ce qui me gêne le plus, c'est que c'est un film qui n'assume pas. C'est-à-dire que ça n'assume pas d'être un film sur Newt, parce que ça n'intéresse personne que ce soit un film sur Newt. Et en même temps, ça peut pas te foutre dès le début. Norbert en français, parce qu'elle fait le genre, elle est bilingue. Norbert Dragonov. Et en même temps, ça n'assume pas d'être un film à fond sur Dumbledore ou sur, l'univers. Non, c'est ça qui pose un vrai problème. Elle essaie de tout foutre dans cette sorte. Mais J.K. Rowling, c'est pas une scénariste. C'est-à-dire qu'elle sait bien développer ses personnages dans des bouquins qui font sincèrement, ça en bouquin, je pense que ça serait bien meilleur, parce qu'effectivement, les Harry Potter, ils sont foisonnants aussi. Il y a plein de petites intrigues qui se mêlent et ça marche. Par exemple, Harry Potter. Où est parti au cinéma l'histoire des elfes de maison? Bah voilà, typiquement. Bon, ça, Hermione, c'était sa cause pendant l'Ordre du Phénix ou le 6. Je crois que c'est le 6, peut-être le Prince Doménée. Non, c'est dans l'Ordre du Phénix, non? C'est sa cause, elle a des badges avec les elfes de maison. Mais ça, tout ça, oui, bah voilà. Non, mais t'as plein de petits trucs et je trouve, et ça, effectivement, elle sait très bien le faire à l'écrit. Et je pense que là, tout ce qu'elle est en train de développer dans les Animaux Fantastiques à l'écrit, ça aurait pu donner un truc, en tout cas, plus digeste. À l'écran. C'est indigeste, je trouve. Mais bon, voilà, on va pas s'éterniser sur ça. Donc, revenons à Harry Potter. Globalement, Harry Potter. Moi, ça me conforte quand même dans l'idée que cette saga, elle est quand même incroyable. Mais Harry Potter, hein, pas les animaux. Harry Potter. Je trouve ça dingue à quel point, par exemple, au travail, on a un grand jeu de savoir dans quelle maison on appartient. Et dès qu'il y a un nouveau qui arrive, on lui fait faire le test. Si c'est un Poufsouffle, on se moque de lui. D'ailleurs, et je dois avouer, avant qu'Anne-Laure en parle, qu'il y a plusieurs années, j'ai fait le test, sans doute réfléchir. Et j'ai été Poufsouffle. Et je le dis maintenant, parce que vous m'entendrez jamais dire ça en vrai, j'ai été Poufsouffle. Pendant longtemps que j'étais Gryffondor, j'ai été Poufsouffle. Alors Poufsouffle, c'était de Norbert Draconov. Hein. Et du gorille, il meurt comme une merde assez vite. Mais du gorille, il était sympa. Il est sympa, mais bon, il sert à rien. Ils sont gentils. C'est les gentils. C'est l'école préférée c'est la maison préférée de J.K. Rowling. Bah oui. Alors qu'elle la développe quand même très peu, mais bon, c'est bizarre. Mais je me retrouve pas du tout dans les qualités d'un Poufsouffle. Donc j'ai repassé le test. Et il faudrait le passer une troisième fois pour trancher. Ouais, mais je l'ai passé 2 fois cette fois-ci, hein, avec 2 comptes différents, parce que quand vous allez sur Pottermore... En tout, tu l'as passé 3 fois? Oui. Ok. Et ça a fait 2 fois, j'ai été Serpentard, et effectivement, je me retrouve plus là-dedans. Mais Anaïs, toi, t'es pas Poufsouffle. Mais moi, c'est un peu comme Marine, enfin, moi, non, c'est pas grave. Il faut le dire. Enfin, moi, c'est un peu par-dessus, je suis beaucoup moins à fond dans cette saga que vous. C'est-à-dire que c'est, moi, Anaïs, pour revenir, c'est pas grave. Le test a dit, il y a des Poufsouffles. Voilà. Aucun problème, justement, parce que j'en ai rien à foutre d'avoir une maison. Une vraie Poufsouffle. Moi, j'ai pas d'attachement particulier à ça, en fait. C'est ça, non, c'est Gryffondor. Ah ouais? Mais bien sûr qu'elle est Gryffondor. Non, je trouve que ça lui va pas. C'est la gentillesse incarnée. Elle est pas très intelligente. C'est pas parce qu'elle est pas allemand, LV2 que... Non, je pense qu'elle est pas Gryffondor. Moi, si, elle est Gryffondor.
J'ai fait 4 tests différents sur plein de sites. Ouais, comme quoi, tu vois, j'aurais pas dit ça. Plus l'officiel et j'ai toujours été Gryffondor. Un peu, J'ai un côté sombre comme beaucoup de Gryffondor, mais... Après, là, parce que tu la vois pas assez aventurière. Ouais. Mais pourtant, elle a une double vie. Hein. Le samedi matin, elle va à la poste et parfois c'est fermé. Les Gryffondors, c'est des aventuriers un peu forcés par la force des choses et de la situation. Oui, de base, c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi, je craintif et timide. Alors que les Serpentards, comme toi, Anne-Laure. Ouais, mais moi moi je l'ai passé 3 fois parce que j'ai eu un peu, et j'ai eu 2 fois Serpentard et une fois Serdaigle. Je vois plus Serdaigle pourtant. Ouais, bah c'est un peu, autant Marie Serpentard, je trouve que ça va bien. Mais je sais pas si c'est un compliment. Mais je vais quand même très très loin. Enfin, donc dès qu'on fait le cercle, au travail, dès qu'on parle, on fait le test, je me mets avec les Serpentards et puis je me mets à parler en leur faisant c'est alors. Elle est très fière de ça. Du coup, les gens me répondent en parlant un peu en serpent, tu vois. C'est très drôle. Et on se moque. En fourche-langue. Et on se moque des autres gens tristes. On a même acheté, certains ont acheté des pins, moi j'ai des gants Serpentards, enfin, on est dans un truc un petit peu extrême. J'ai même proposé au travail qu'on achète des chaussettes de Noël en fonction de nos maisons aux gens, pour les offrir à Noël. Ouais, c'est pas ça. Mais c'est pas été abouti. C'est bien réparti, alors, dans votre agence? Ouais, toi, au niveau des maisons et tout. Il y a pas beaucoup, il y a des pouf-souffles. Pas surprenant, pouf-souffle. Il y a pas mal de Serpentards. C'est plutôt inquiétant pour une agence d'abord. Ah non, c'est une agence de com, je trouve ça. C'est une agence de com, je trouve ça logique. Beaucoup de Serpentards. Bah ouais, c'est tranquille. Il y a quelques Serdaigles et pas mal de Gryffondor, mais c'est des gens... C'est des faux Gryffondor, tu penses? Non, je pense que ça leur va bien. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux de faux Gryffondor. Je pense que quand tu réponds au test Pottermore, je pense que tellement, vu que c'est les héros de la saga, je pense que t'as en fait, de façon même inconsciemment, des fois tu réponds un peu... Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être Gryffondor. Moi, tu vois, je me sens bien avec le chapeau sur la tête qui me dit qu'il hésite, tu vois. Entre Serpentard, Gryffondor. Donc toi, t'es Harry Potter. Tu vois, dans ma tête, je dis Gryffondor, il m'envoie chez Gryffondor. Tu vois? Comme Harry. Exactement. En fait, elle aime bien... Ah bah voilà, c'est qui votre personnage préféré de la saga? Apparemment, Hélène, c'est Harry Potter. En vrai, c'est Hermione. C'est Hermione, il n'y a pas photo. Ah ouais? J'adore Hermione. C'est vrai? Ouais. Elle a des côtés chiants. Moi, j'ai un évolue, en fait. C'est son évolution qu'elle aime. Moi, ce que j'adore avec Hermione, c'est la scène où elle efface ses parents. Oui. Ça m'a... Et là, tu parles du film. Mais même dans le livre. Je me souviens, parce qu'il y a longtemps que je l'ai pas lu. Mais visuellement, c'est assez ouf. Et ça m'a... Du coup, là, elle prend une autre dimension parce qu'avant, elle est quand même un peu... Mesdames, monsieur, madame, c'est super femme dans les premiers. Ouais, dans les premiers, elle est super chiante. À partir du 3e, elle commence à devenir plus sympathique, mais les 2 premiers, je pense que les 2 premiers, c'est des enfants, en fait. C'est très chiant. Tu peux pas leur retirer leur enfance. C'est moi, j'ai une confession à faire sur mon personnage préféré au début. Alors, j'ai changé d'avis, vous allez comprendre pourquoi. Mais au début, c'était Drago. Parce que j'étais persuadée qu'elle allait faire quelque chose d'intéressant avec le personnage. J'en étais persuadée. Et ça, c'est une énorme déception. Parce qu'en fait, elle l'a complètement, c'est un guignol, quoi. Non, mais elle s'en fout. Alors que je pensais vraiment... Elle est faible, quoi. Mais oui, mais elle en a rien fait. C'est triste. Elle en a rien fait. Et moi, j'étais persuadée que il aurait une trajectoire beaucoup plus intéressante que celle-ci. J'avais rêvé à une histoire avec Hermione, j'avais rêvé à plein de trucs et tout. Et en fait, il se passe rien. Donc, ce n'est plus mon personnage préféré, mais au début, j'avais beaucoup d'espoir. Et puis, pour être pas original, c'est Rogue. Ouais, aussi. Parce que je trouve que c'est le personnage le plus... Ce que j'aime pas trop dans Harry Potter, c'est que c'est très manichéen. Et sauf, et Rogue, pour moi, c'est le seul un peu personnage qui est un petit peu entre les deux et qui est plus proche de... Mais c'est que c'est un personnage que tu peux pas aimer dans les 3, 4, 5 premiers tomes. Enfin, c'est très compliqué. Si. Non, mais je pense pas qu'au début on l'aimait. En fait, tu peux pas l'aimer si t'as pas lu la saga entière. Ouais. Moi, je l'aimais pas, mais c'était le seul un personnage qui m'intéressait. Bah oui, parce que tu disais, alors qu'est-ce que c'est quoi mais lui, il est gentil ou il est pas gentil? Oui. En fait, le truc, c'est que... Donc, il est intéressant. Lui qui me faisait tenir. Ton amour pour lui, il arrive vraiment quand t'arrives à la fin de la saga. Parce que quand t'as le reveal, ce qui s'est passé. Mais je trouve que tu comprends vite qu'il aide quand même les enfants. Tu comprends qu'il y a quelque chose, tu sais pas trop quoi. Il t'intrigue, en fait. Oui, il t'intrigue. Mais, effectivement, si t'as pas été au bout de la saga, Rogue, c'est pas un personnage que tu peux aimer. Moi, ça me fait rire ce côté faussement méchant, parce que je trouvais que ça se voyait qu'il était là en mode je râle contre les enfants, mais qu'il est pas... Moi, non, je trouve que... Après, je suis d'accord que moi, je l'ai aimé aussi parce qu'il avait le visage d'Alan Rickman et que ça a énormément joué pour moi parce que du coup, je lisais les livres et j'aime tellement Alan Rickman que je pense que ça a joué, mais non, je l'ai vraiment aimé. C'était pour moi le personnage le plus intéressant. Moi, je suis très frustrée aussi du personnage McGonagall, justement, parce que j'aimerais beaucoup connaître son histoire, connaître la voix plus. Parce que je l'adore, tu vois. Et elle, c'est pareil, elle est ultra pet sec et tout, et en même temps, elle a d'une tendresse assez folle et elle a un amour. Puis tu sens qu'elle a vu tout de suite le potentiel dans chacun des enfants, bon et mauvais, et je trouve que les protège quand même malgré toutes les âneries qu'ils font et tout. Du coup, tu te dis qu'elle aussi, elle a une histoire qui est sûrement intéressante. Mais c'est vrai que le personnage de Drago, c'est une grosse déception. Moi, j'aurais vu un gros affrontement, tu vois, en fait, avec... Ou même pas, vraiment, tu vois, je pensais que ça allait justement le personnage qui, à la base, est présenté comme un gros con et
qui finalement ce serait lié d'amitié. Enfin, tu vois, j'imaginais vraiment il aurait pu se passer un truc. Non, quoi. Il est qu'un élément, même pas une pièce de l'échiquier final. Non, il rien. Et je pense qu'elle l'a complètement abandonné, alors qu'au début, franchement, dans les premiers tomes et dans les premiers, enfin, c'est un personnage très important qu'on voit beaucoup. C'est un peu Geoffrey Lannister. Non, parce que et tout, t'aimerais juste qu'il crève. Non, parce qu'il est moins détestable que Geoffrey. Il est venu très vite sympathique pour moi, Lannister, alors que Drago. Qui ça? Qui est Geoffrey? Ouais, sympathique pour toi? Non, non, enfin sympathique, pas non plus, je le porte pas comme ça, mais moi, c'est bien un personnage. Oui, mais intéressant. Mais si, pour moi, c'est intéressant. Alors que Drago... il est manipulé par sa mère. Mais je peux en parler maintenant de Game of Thrones, moi. Alors, allons-y. Drago est pour moi sans intérêt. Vraiment. Oui. Bah oui, et là, je suis d'accord. Mais au début, tu pouvais croire qu'il en avait. Mais je pense parce qu'elle s'en est servie comme pion dans l'histoire de Rogue. Et du coup, lui, il sert de liant avec l'histoire de Voldemort et de ses parents. Bien sûr, mais à la fin, oui, mais moi, je te parle vraiment de ma vision avec les premiers livres où tu te dis, il va peut-être y avoir une... Enfin, quelque chose de bien. Parce que tu vois, le Geoffrey Lannister, n'empêche, on le déteste, mais on aime le détester, du coup. Parce que c'est le genre de personnage, s'ils existent pas, tu te fais quand même sacrément, tu vois, chier. Enfin, il lie autour d'eux une certaine animosité, du coup, ça lie des gens et ça intéresse. Moi, j'ai jamais détesté Drago. Voilà, alors que Drago, tu le détestes même pas. Non, je le déteste pas à ce stade-là. Non, moi, il est pas. C'est pour ça que du coup, tu vois, c'est un personnage un peu. C'est dommage. Et toi, Marie? En plus, il joue pas très bien, quand même. Non, il joue pas très bien. Mais bon, comme beaucoup des acteurs. Oui, comme beaucoup. Oui. Moi, j'aime beaucoup Rogue, j'aime beaucoup Sirius, même si on le voit peu. Ouais. Mais je trouve que c'est un personnage qui est cool, en fait. Mais tu vois, tout ça, comme ils sont vachement associés aux acteurs, c'est aussi parce que Gary Oldman, c'est Gary Oldman et qu'il est incroyable. Tu vois. Oui, et puis c'est un peu la lumière dans la vie d'Harry, donc c'est sa famille. Voilà. Et c'est au moment où il arrive aussi, enfin c'est lié à plein de choses. C'est un badass, le mec il est accusé à tort, il revient, il se cache, enfin c'est génial. Enfin, moi, et puis il se bat pour contacter Harry, enfin il essaye de faire avancer les choses. C'est vraiment il le protège aussi. Et c'est un beau personnage. Et moi là, c'est les jumeaux Weasley. Pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils représentent en termes de magie. Et que pour moi, quand ils ouvrent leur magasin de farce et attrape, alors que c'est la crise, hein. Alors que voilà, et ben franchement j'ai des souvenirs de lecture où j'avais des étoiles dans les yeux en mode ça a l'air trop bien, c'est où, je veux trop y aller. Et même quand je suis allée au studio Harry Potter à Londres, c'est le premier truc que je vois en me disant c'est ouf quoi. Et je trouve qu'ils apportent vraiment de la magie, la scène où ils font l'artifice. Ouais, ça c'est vrai. Ça montre le côté futile aussi de la magie qu'on voit jamais dans Harry Potter et dans tout ce qu'ils font et de voilà. Enfin, c'est la magie quoi. Ça fait rêver. C'est le côté enfant, le côté déconne qui me plaît bien et je me retrouve bien dans ces personnages qui sont là en mode maintenant l'école on s'en fout, on fera autre chose. On sait ce qu'on veut ils ont pas une route tracée, c'est un peu des gentils rebelles. Je trouve qu'ils apportent une belle bouffée d'air frais dans un récit qui quand même pendant 7 films te plombe sans arrêt. Enfin tu vois, ça te ramène ce problème avec Harry, avec ses parents, avec Voldemort et tout. Et eux ils sont toujours là pour des tout petits moments où tu ressors de là et tu te dis ah oui mais c'est quand même rigolo, c'est quand même fun, c'est quand même sympa, c'est quand même des enfants, rappelons-le. Enfin tu vois, il y a quand même. Et en fait j'ai beaucoup de frustration dans Harry Potter parce qu'il y a tellement de personnages et en fait j'ai envie d'en savoir plus sur tous. Et je trouve que notamment les jumeaux Weasley du coup ce qui est vrai mais ils sont présentés vraiment que comme des farceurs et c'est dommage qu'on les connaisse, enfin de pas les connaître mieux que ça. Mais tu connais un peu la famille et tu vois comment ils sont. Ouais, quand même, bien sûr, mais voilà. Non, le personnage qui était ouf dans les livres, moi c'était Percy Weasley. Quel connard. Non mais enfin, il y avait beaucoup de personnages cool quoi. Une grande saga. C'est un univers. Puis un univers hyper riche. Voilà, un univers hyper riche et d'où la déception aussi des animaux fantastiques derrière qui est pas en fait à la hauteur du tout de l'univers. Non mais je galère effectivement à nous rendre curieux de ces personnages à part Dumbledore et Grindelwald mais parce qu'aussi ils viennent de la saga mais Harry Potter. Mais du coup effectivement là les personnages on s'en fout les nouveaux. Tu vois on n'a pas cette curiosité. Moi je me dis pas tiens j'ai envie d'en savoir plus sur eux contrairement à tous les personnages qu'on croise dans Harry Potter quoi. En fait il y a ce truc qui manque. Voilà, on s'est un peu attardé sur le sujet mais effectivement on en avait jamais parlé encore sur le podcast et c'est un univers qui nous a quand même touché toutes les 4 de manière différente. On est plein dedans, je pense qu'on est pile de la génération, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a vécu... On a grandi en même temps que lui, on était au collège quand il est rentré à Poudlard, donc c'était forcément quelque chose qui nous touchait, quoi. Et je pense que ça continuera sur les prochaines générations aussi, parce que... D'ailleurs, vous avez vu Tom Felton, dans une interview, il a dit que lui, il a jamais revu les films Harry Potter, et il se les réserve pour quand il aura des enfants. Il aimerait les regarder avec ses enfants. Ça va lui faire bizarre. Papa, c'est un connard.
Qu'est-ce que tu joues mal, bâtard? C'est dingue, tu pleures là où tu ris, on sait pas. Et passer les tests de maison, On leur passe, du coup. Et les patronus, parce que c'est très joli sur Porte-Germain. Ah, patronus, j'avais fait, là. Les patronus, bon, c'est très aléatoire en fonction des réponses, etc. Non, mais moi, je suis un rapace. Moi, je l'ai fait plein de fois, j'ai eu que des trucs différents à chaque fois. Mais, Serpentard rapace, je trouve ça une combinaison. J'étais serpentard requin. J'ai eu le cerf. Je suis pas sûre de vous dire. J'ai la femelle du lévrier, c'est-à-dire la levrette. Ah, la classe. J'étais très heureuse de ce résultat. C'est pas grave, Annette. Non, mais faut le faire parce que c'est l'animation est vraiment très belle et le site Pottermore est très beau, il y a plein de petites et en plus, il y a beaucoup de choses qu'a dit J.K. Rowling pour compléter la saga qui existe. Il y a pas énormément de choses où les auteurs se prennent autant au jeu. C'est qu'elle a augmenté son univers, il y a beaucoup de choses, des textes inédits, grâce à Internet, en fait, où elle donne plein d'infos sur qui sont les gens, ils connaissent qui sont nés, c'est quoi les ancêtres. Même sur les animaux fantastiques, l'état d'étrange, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur elle, alors que dans le film, ça l'aborde pas. Donc, on a presque l'impression que c'est la réalité. Et peut-être que demain, les gens, écoutez-nous Amela, parce que là on rigole, mais si ça se trouve, on va recevoir une lettre pour Poudlard. Et si ça se trouve, il y a des sorciers, et nous on est juste simplement moldus dans un truc vague où on sait pas, on nous a fait des embrouillis dans la tête, des dans la matrice, et on sait pas, peut-être ça existe. Donc si vous nous écoutez et que vous êtes sorcier, moi c'est la saga Harry Potter en fait, c'est un documentaire. Ça m'intéresse, contactez-moi sur Twitter, j'aimerais beaucoup qu'on en discute, parce que je trouve ma vie parfois un peu terne, et que si j'avais des pouvoirs et j'ai déjà une baguette. Elle veut rejoindre la famille Weasley. Et du coup, moi, je trouve que c'est une très belle transition en trouvant sa vie un peu terne et d'avoir envie de partir. Ouais, bien joué. Alors, moi, personnellement, je préfère aller au monde des sorciers. Oui, mais c'est un peu ça. Moi aussi. La magie de la Bretagne. Remettre la magie. Bah, la Bretagne, ça vous gagne, c'est comme la montagne. C'est quand même un pays hyper magique avec des trolls. C'est vrai, ça s'appelle. On a c'est l'univers celtique. Voilà. Tu as des druides, tu as des dolmens. Tu as plein de choses, effectivement, très fantastiques. Beaucoup de légendes. Il y a des animaux fantastiques. Il y a de la magie. Tu vas à Brocéliande, je peux te dire qu'il y a de la magie, pas de problème. C'est vrai. J'ai fait la forêt de Bretagne. Du coup, Anaïs, pourquoi est-ce qu'on parle de Bretagne? Pourquoi est-ce qu'on parle de Bretagne? Eh bien, parce que j'ai quand même très 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 envie d'y retourner. C'est-à-dire quitter Paris. Non. Et là, je fais, oh mon Dieu. Non, pour recentrer, de toute façon, je suis loin d'être la seule, puisqu'il y avait un article, j'ai ressorti parce que je voulais pas me tromper sur le chiffre. Il y a un article qui est sorti en début, à la rentrée, là, en septembre, qui disait que 84% des cadres franciliens veulent quitter Paris d'ici 2 ans maximum. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a quand même, il y a quand même un certain mouvement de rejet de beaucoup de choses, je pense, dans la ville. C'est pas du rejet, c'est juste de la fatigue. Ma fatigue, c'est un monde de vie qui est différent et qui est pas... Moi, j'adore Paris. Pour te projeter à avoir une famille à Paris, il faut être très très riche. C'est ça. Avoir de nounous et 100 mètres carrés intramuros. C'est ça qui pose le problème. Ouais. Si Paris était différent, beaucoup plus de gens aimeraient rester, je pense. Oui, sûrement. Après oui et non, parce que c'est quand même, quand tu dis c'est de toute façon un mode de vie différent, mais t'as aussi plein de choses qui ne peuvent pas changer intrinsèquement dans Paris, tu vois. Ça bon, il y aura jamais la mer. Voilà, il y aura jamais la mer, il y aura jamais trop de nature, parce que, visiblement, on a du mal à l'imposer quand même dans cette ville. Quand tu vois déjà, quand t'essayes de fermer une berge pour que ça devienne piéton, ça chamboule un peu tout le monde, parce que, oh là là, les voitures, c'est ça. Donc bon, il y a quand même des choses qui ne changeront pas dans Paris après, mais je suis d'accord, c'est-à-dire que je suis pas du tout dans je trouve cette ville, je trouve que c'est sûrement la plus belle ville du monde, tu vois, ça c'est indéniable, il y a beaucoup de choses qui sont indéniables dans cette ville, mais y vivre, je pense que c'est ce que t'as dit tout à l'heure, j'ai fait mon temps entre guillemets, tu vois, ça fait 10 ans que je suis là, je suis venue comme beaucoup, pas par envie, mais parce que moi il n'y avait pas le choix à la fin de mon école, j'avais pas de boulot à Rennes, quoi, tu vois, c'était pas à l'époque, il y avait rien comme moi dans le digital, dans les réseaux sociaux, ça n'existait pas à cette époque-là, et tout se passait ici. Donc comme beaucoup, on est tous venus en masse dans la capitale, nous sommes montés à la capitale comme on dit en province. Et voilà, et je ne regrette rien, tu vois, je m'éclate. Enfin, cette ville, elle m'a offert plein de choses que je pourrais jamais avoir vécues ailleurs. Dont vous, effectivement. Elle pensait d'abord aux goodies. Aux projos, aux soirées blog, nous, un peu moins, mais... Non, mais pour vous recentrer sur vous, maintenant, si tu veux, j'ai fait des rencontres qui sont excellentes et qui sont de toute façon assez fortes,
pour que je sache qu'elles survivront sans problème au fait que je passe à 1h28 de train. Exactement, parce que Rennes, c'est quand même juste à côté maintenant. C'est juste à côté. Alice nous fait un discours, on a l'impression qu'elle part en Australie. Mais oui. Non, mais c'est pour ça que... Ça va être très dur. Notamment pour ma famille. Non, justement. C'est le message que je veux faire passer aussi, c'est que je pense qu'on se... Enfin, moi, pendant très longtemps, encore une fois, j'ai pas vraiment choisi de venir ici, c'est pas une ville que j'appréciais, d'ailleurs, je l'ai découvert à 20 ans, pour la première fois en mode touriste, hein, j'avais aucune envie vraiment de venir ici, et ça m'attirait pas du tout. Mais t'as beaucoup de gens qui, une fois que tu te mets dans cette vie parisienne, notamment la vie professionnelle, où avec plein d'opportunités que ça va s'offrir, t'as tendance à t'enfermer en te disant, bah non, je pars pas tout de suite. Je partirai dans 2 ans, dans 3 ans, le temps que je me fasse tu vois, CV, quoi. mon petit CV, le truc comme ça. Et puis en fait, bim, ça fait 10 ans que t'es là. Donc t'as tendance à, finalement, à tout le temps un peu rejeter pas mal de choses, et il faut juste que, pour ceux qui veulent partir, faut effectivement savoir quand c'est le bon moment, et c'est toujours un peu le pari de quand c'est le bon moment. Tu sais pas trop, tu vois. C'est aussi une question après d'opportunité. Exactement. Opportunité, puis j'ai envie de dire maturité personnelle, dans le sens où ça dépend où t'en es dans ta vie et ce que tu veux faire. Moi, le dernier élément déclencheur, ça a été l'investissement immobilier, par exemple. Je sais que je ne peux pas investir parce que j'ai pas les moyens d'investir à Paris, donc j'ai pas envie d'attendre encore, tu vois, trop longtemps, et de me retrouver sans pouvoir ensuite investir de façon plus chère à Rennes. Enfin, je sais que c'est un peu le moment de bouger et de changer tout ça, parce que quand même ça c'est un des gros arguments, mais bon, moi j'en peux plus de vivre dans des petits espaces qui coûtent la moitié de ton salaire. C'est quand même un truc assez... Enfin voilà, moi dans le classement des raisons pour lesquelles je suis fatiguée de cette ville, et surtout que je veux partir avant d'être aigrie de cette ville, tu vois, j'ai pas envie de la détester en fait, parce que je l'apprécie et j'adore la vie que j'ai eu ici, et je veux partir avant que ça me rende vraiment tu parles déjà au passé, hein. Non mais oui, parce que je sais que je veux partir, donc je peux pas te dire quand ça va se faire, mais ça va se faire. Ça par contre, ça a toujours été une certitude. Parce que, de toute façon, enfin, comme disait Marine, j'arrive tellement pas à me projeter dans une vie d'adulte ou une vie de famille ici que c'est, enfin, pour moi, c'est impossible, tu vois. Mais de façon totalement personnelle, dans les raisons, pour moi, le premier, c'est le gros manque de nature, d'espace. Enfin, tu vois, je me sens enfermée, en fait, dans la ville. Je vis très mal la pollution. Tous les jours, ça m'agresse. Enfin, pollution, aussi bien les gaz d'échappement, enfin, les pollution atmosphérique que la pollution sonore, parce que je suis quand même très très bruyant, puis les gens, t'as tout le temps du bruit, les bouchons, les gens, le métro, enfin ça me tue, quoi. Après t'as la vie qui est hyper chère, et surtout le manque d'espace dans les appartements. Enfin moi j'ai l'impression de tourner en rond, quoi. C'est hyper. Et je pense que la canicule de cette année m'a un peu achevée avec ça. J'ai très mal vécu le fait qu'il fasse chaud dans cette ville. Mais on sent globalement que t'as vécu de très mauvaises choses. Non mais en fait heureusement c'est que j'avais beaucoup de choses pour compenser. Oui. La vie, le fait que j'appréciais pas la vie dans cette ville. Partie plutôt, en fait, tu vois. Mais si t'étais sorcière, tu pourrais quand même, non, mais déjà, alors ça serait bien. Déjà, ton appartement aurait l'air plus grand. Souvenez-vous, la tente de camping. Ouais, ça, je pourrais avoir un palace dans un 20 mètres carrés. C'est vrai. Ouais. Et puis, je serais riche, je m'inventerais de l'argent, tu vois, que je n'ai pas ici, tu vois. Ah, ça, non, parce que ça, c'est... Moi, je trouverais des moyens, je pense. Dans le monde des sorciers, ils parlent pas de voler d'argent. Non, mais t'as moins de problèmes. Ah, si, après, t'as Harry Potter, quand même. Et bon, les autres, des problèmes de classe, c'est vrai. Là, on peut être un sorcier pauvre. Après, c'est pas une surprise, hein. C'est-à-dire je reprends ce sondage que je disais tout à l'heure, là, les 84% des gens, c'est les mêmes raisons, hein, pour lesquelles les cadres, ils veulent fuir Paris. C'est le manque d'espace, enfin, la qualité de vie, en fait. C'est-à-dire qui est cumulée à trop de pollution, pas assez d'espace, pas assez de nature, pas d'endroit où tu peux vraiment t'épanouir. Après, moi, je rajoute pas mal de choses. Je trouve que c'est une ville assez agressive. Les gens sont assez agressifs. T'as un stress qui est assez constant, qui, au bout d'un moment, est fatigant. Enfin, et puis moi, je vis très mal. Je trouve un peu trop d'empathie. Et il y a une pauvreté ambiante qui est, je trouve, en train de grossir, et qui, tous les jours, après, ça dépend sûrement où tu habites et, encore une fois, ton rythme de vie. Mais moi, j'ai que 4 stations de métro pour aller au boulot. Je croise un nombre incroyable de mendiants et de sollicitations, mais toujours plus pauvres tous les jours. Et en fait, je trouve ça hyper dur à vivre, tu vois, de descendre sur le quai de métro et de me dire, moi je suis dans ma petite vie, je vais travailler, puis tu vois, il y a tous les gens qui sont là, qui sont couchés, que j'enjambe pour aller monter dans mon métro. Ça me touche. À Rennes, t'auras les punks à chiens. Oui, mais tu vois, ils sont partout, les punks à chiens. Ils sont partout, mais il y en a beaucoup qui l'ont choisi. C'est différent, t'as des anarchistes dans l'eau qui viennent pas du tout Oui, mais c'est pas une misère pareille, tu vois. Enfin. Ouais, après moi la misère, elle est partout. Moi je viens de Nice, je vais à Vintimille, et t'as des migrants qui arrivent de bateaux et qui sont là et qui travaillent dans les cafés, qui ont pas de. C'est sûr. Et en fait, la misère, à mon avis,
elle est étendue, quoi. Elle est pas liée à Paris. D'accord, mais peut-être qu'à Paris, forcément, tout se multiplie. Moi, je suis d'accord que... Et là, en plus, on est rentré dans la période hivernale. Oui, ça, c'est vrai que dans le métro, effectivement, comme tu dis, en ce moment, quand je descends à Saint-Lazare, je dois effectivement enjamber une personne, en fait, pour sortir au passage du Havre. Et ça arrive, c'est le moment où tu enjambes la personne, où tu te dis, ta nuit, t'as l'impression d'enjamber un mort, tu vois. Enfin, c'est hyper dur. Mais c'est la relation humaine, en fait, qui est dure. Et tu te dis, en fait, même si je m'arrêtais et que je lui filais une pièce, ça changerait rien, elle serait toujours là demain. Tu te sens, mais vraiment, juste, tu peux rien faire. Faut quand même lui filer une pièce. De temps en temps. Et là, en vrai, on est sur la fin du mois la fin de l'année 2018. Il me reste encore des tickets resto et tu sais, on peut leur filer. Avant qu'ils soient plus valables. Et ça, je le fais tous les ans. Parce que j'en ai trop. Je gère mal mes tickets resto, tu vois. Le côté un peu, effectivement, la relation humaine, c'est aussi un facteur assez important, je trouve ici, mais dans les relations globales avec les gens, c'est-à-dire, je trouve ça plus difficile d'aller vers les gens, ne serait-ce que quand tu sors, quoi, dans les bars. Moi, je sais pas si c'est parce que je viens de Rennes et que dans la rue de la Soif, tu t'en fous de savoir si tu viens du bar qui est dans le coin de la rue là ou dans celui d'à côté. Tout le monde picole au milieu de la rue et c'est pas grave, tu parles avec tout le monde et tu t'en fous, et puis tu connais tous tes voisins et tu connais plein de gens, alors que c'est quand même une grande ville qui t'offre tout ce que tout ce dont t'as besoin, mais qui reste à taille humaine. Et je pense qu'en fait, j'avais sous-estimé ce besoin de rester à taille humaine. Enfin, tu vois, j'ai besoin d'une ville, jamais j'irai jamais m'enfermer dans une campagne ou dans une ville morte. Enfin, tu vois. Oui, non, il faut un minimum il faut le mieux. Jamais. Là, aujourd'hui, nous sommes à Bagneux. Il fait gris, il pleut, il n'y a personne dans les rues. Les magasins n'ont tous pas envie d'acheter. Quel magasin? Un magasin où ils vendent des lunettes de soleil. Et ils ont fait une espèce de crèche, peut-être, à base de carton. Et à côté, il y a un magasin de chaussures où tu te dis, personne ne met ça au pied. Et qu'il y a des gens, déjà, qui viennent dans ces magasins, ici. Oui, mais après, Bagneux, ça a le droit d'être mort parce que t'es à côté de Paris. Oui. En fait, c'est ça, t'es à côté de Paris et les gens, ils sont tous sur les Champs-Élysées en train d'arracher des pavés, là. Voilà ce qu'on veut voir. Des gens qui s'engagent. Après, tu vois, je pense que dans les 84%, tu dis des cadres qui veulent fuir Paris. Il y a aussi quelque chose, c'est que, comme tu disais, on est beaucoup à être monté à Paris. Ouais. Et quand tu montes à Paris, c'est-à-dire que tu viens de quelque part au départ qui n'est pas Paris et que t'as connu autre chose. Ouais. Alors moi, j'ai connu la campagne profonde. Maman, si tu m'écoutes, je suis désolée. Et effectivement, moi, la ville la plus proche à 15 km, c'était Dreux. Dreux, c'est pas une ville où tu as envie de vivre. Ouais. Donc, moi, la seule ville que j'ai connue avant Paris et sa banlieue, c'est Dreux. J'habitais à Vélizy, c'était Dreux. Donc, tu vois, moi, en montant à Paris, je me suis dit, la vie, elle est trop bien. Et je compte y rester parce que j'ai pas d'autres villes que je connais. En vrai, ça se trouve, Rennes est très sympa, mais j'ai jamais été, j'ai pas vécu. Oui, mais t'as aucun intérêt à y aller. Même si j'y passe une semaine, je me dirais pas, je vais être là-bas. La galette saucisse? T'aimes pas la galette saucisse? Ça va. Ouais, mais tu vois, je pourrais autant aller à Lyon, à Bordeaux. J'aime bien leur spécialité, ça se mange, c'est cool, tu vois. Lyon, t'es plus proche des pistes de ski, Bordeaux, t'es pas loin de la mer, enfin. Et du coup, moi, mon attachement à Paris, il est plus fort parce que justement, c'est là où, j'ai grandi, en vrai. Parce que j'ai pas grandi à Dreux, enfin, j'ai pas grandi pareil, quoi. Et puis surtout, t'as pas envie d'y retourner à Dreux parce que tu vois pas ce que tu pourrais y faire, enfin, tu vois, c'est... Déjà, où est Dreux? C'est une vraie question. Ça fait partie de, j'allais dire, ça fait encore partie de la Normandie. Non, dans l'Ouest. Tout le monde nous dit qu'on est en Normandie, mais non, région centre, c'est tout le nord de la région centre. Moi, tu vois, aussi, moi, je suis banlieusarde, alors pas de la même Conflans, 78. Donc c'est pareil, pour moi, je suis parisienne, entre guillemets, enfin, je connais Paris depuis que je suis petite. Ça, aller à Paris, toi, c'était pas un voyage, quoi. Non, moi, j'y allais souvent, et, enfin, donc, oui, je me considère pseudo-parisienne. Mais pour autant, j'ai envie quand même d'une autre ville. Ah oui? Ouais. Toi, tu partirais? Ouais. Mais je suis un peu, c'est embêtant par rapport à mon boulot, parce que quand on travaille dans l'édition, c'est très parisien. À Ouest France, à Rennes, si tu veux, viens. Non, pas spécial. Non, moi j'aime beaucoup Bordeaux. Mais après, le problème, c'est que tout le monde aime beaucoup trop Bordeaux. Oui, c'est déjà presque saturé. Parce que j'y ai vécu, pour le coup, c'est ça aussi qui je suis d'accord. J'y ai vécu un an, j'ai fait une année d'études là-bas. Donc, c'est vrai que j'ai pu apprécier la vie au quotidien là-bas et ça m'a vraiment donné, je suis d'accord, c'est quand même, c'est grand, c'est assez grand pour moi. Ouais. Mais pas non plus trop petit. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, Mais toi, Marine, tu penses quoi? Alors, moi, c'est encore différent, parce que, moi, j'ai grandi à Nice, et le fait d'avoir grandi à Nice fait que j'ai plus du tout envie d'y retourner. Ah ouais. Pourtant, les gens, ils fantasment sur la Côte d'Azur, mais pas les gens qui y sont allés. En retraite, peut-être. Non, en fait, je trouve que c'est une ville qui est très bien pour sa position géographique. Nous sommes sur la mer et nous sommes à 1h30 des montagnes. Donc, c'est vraiment super. Le temps est génial. Par contre, en termes d'ambiance, de gens, c'est hyper important.
je n'aime pas cette ville, j'aime pas ce que j'y ressens quand je suis là-bas, j'aime pas les endroits pour sortir, parce que j'y suis allée de mes 17 à 23 ans, et que c'est les mêmes bars, et que tu croises les mêmes gens que t'as plus envie de voir, quelque part c'est trop petit, c'est ça? Non, c'est très grand Nice, ouais, c'est la mais tu dis que tu revois toujours les mêmes gens, parce qu'il y a pas énormément d'endroits pour sortir à Nice. Oui, voilà, il y a le vieux Nice. Non, mais c'est trop petit dans le sens où en fait il y a pas assez de choses qui fait que du coup c'est mal fait dans le... Oui, et Nice est globalement une ville, c'est immense. Mais il se passe pas grand chose. Mais en fait, il y a un centre, et après autour, il y a que des quartiers, soit résidentiels, soit craignos. Et en fait, tu vas toujours au même endroit. Et t'as une grande avenue où tu vas faire les magasins, et tu vas à la Fnac. Et en fait, tu fais le tour, quoi. Comme moi, je vais à Nice, bon, j'ai ma famille, hein, j'ai trouvé encore un peu de confort, mais d'avoir sa famille, on se fait quand même globalement chier. Là, j'y vais une semaine à Noël, je sais pas ce que je vais faire. Chose que je dis quand je vais à Nice, c'est en mode, bon, bah, je vais en ville. Ou tu vas à la mer, il fait beau. Oui, mais pas en hiver. Non, mais tu fais quoi de plus à Paris que tu fais Bah, à Paris, je vais le soir à des concerts, il y a du théâtre, je vais faire une expo, je vais plus facilement au ciné parce qu'il y a plein de salles et il y a plein de trucs, et puis moi, mes potes, ils sont à Paris, hein. Ouais, il y a surtout, c'est le dernier point que tu dis, parce que moi, je suis rentrée dans un mouvement, là, où j'ai plus de personnes qui partent chaque année, repartent s'installer en province, que des gens qui restent à Paris. Enfin, vous restez là parce que, bah, vous êtes pas loin de Paris déjà de base, tu vois, je sais qu'il y en a plusieurs qui vont rester là, mais ça fait déjà 2-3 ans que chaque année je perds 1 à 2 personnes dans mon cercle proche qui repartent s'installer en province. Et au-delà de ceux qui vivaient en province, qui sont repartis en province, tu as maintenant des Parisiens qui vont s'installer ailleurs parce que ils fuient aussi cette vie un peu plus difficile. Et bah tu vois, on a des anciens collègues boulot, on était avec Hélène, qui sont pas du tout rennais d'origine, et il y en a 2 qui sont partis s'installer à Rennes parce que t'as besoin de décentraliser. Il y a pas mal de villes qui se dynamisent, des villes. Oui. Voilà, effectivement, t'as Rennes, Bordeaux, Nantes. Voilà, en fait, il y a plein de villes. Lyon. Ouais. Mais Lyon, c'est trop saturé. C'est un Paris bis maintenant, Lyon. Lyon, et je crois que Bordeaux, faut faire attention. Et Bordeaux aussi, venir un peu aussi. Mais voilà, et du coup, c'est hyper attractif, même pour les Parisiens. Pourquoi tu vas là-bas? Le TGV? Bah oui. Non, mais c'est vrai, ça joue. Pourquoi personne ne va à Nice? T'en as pour 6 heures en TGV? Ouais. Enfin, déjà parce que c'est nul, mais sinon, c'est pas... Non, mais c'est vrai, t'as raison. C'est que les gens, en fait, ils veulent être quand même pas très loin de Paris. Mais oui, pouvoir y accéder facilement. Moi, j'avoue que c'est ce qui me rassure. C'est aussi pour ça quand t'es attaché quand même un peu à Paris, de fait de te dire ça, je pourrais y quand même y aller. Et puis surtout, si t'as pas envie d'être isolé, c'est-à-dire que oui, je retourne à Rennes, j'ai toujours des amis qui y sont, j'ai toujours toute ma famille et tout ça. Mais je trouve ça cool de me dire, de toute façon, je suis à 1h30 de vous, tu vois, à aucun moment, enfin, tu peux y à tout facilement. Moment, si je veux faire même un aller-retour dans la journée, je peux, enfin, venir vous voir. Et même professionnellement. Café et ça, oui. Quand tu commences à habiter dans des trucs mal desservis, le business, pour l'instant, il est à Paris, hein. Oui. Donc, tu seras toujours amené à avoir des clients à Paris. Oui, t'as forcément des clients à Paris. Donc, si t'envoies un truc où tu dois faire 5 heures de train, un changement, où t'as pas des vols quotidiens, ça devient vite pénible. Non, mais c'est vrai que ouais, effectivement, Rennes, Bordeaux, Nantes, en fait, c'est hyper proche. Rennes, ça a changé il y a 1 an et demi, quand la ligne à grande vitesse, on était pas loin, on était à 2h05. Mais maintenant, on est passé à moins d'1h30. Et ben, tous les Parisiens sont venus s'installer à Rennes, et ça a fait flamber les prix dans le centre-ville. Et à Nantes, c'est ce qui s'est passé déjà il y a plusieurs années, et maintenant c'est devenu plus cher que Rennes parce que, à cause de ce changement de transport. Et donc Rennes est sur la même lignée. C'est aussi pour ça que je me dis, c'est le moment d'y aller. Parce que, en fait, si j'y vais dans 3-4 ans, ce sera trop tard. Les gens, ils se seront installés dans les postes, ils se seront installés dans les maisons. Enfin, tu vois, il y aura déjà eu le mouvement. C'est pas comme à Paris où on change de poste tous les 6 mois, quoi. Donc après, c'est... À Rennes, tu te le permets un peu moins. Après, il y a aussi, dernier point, j'ai vraiment quand même vérifié, je ne partirai pas à tout prix, c'est-à-dire, je veux vérifier qu'il y a des opportunités professionnelles. Je ne vais pas me faire chier dans un truc qui ne me correspond pas du tout. Là, j'ai vu que ça s'est beaucoup développé, qu'il y a dans l'univers du digital, outre les agences, il y a tout l'univers de la French Tech qui s'est installé autour de Rennes, dans le digital, il y a énormément de choses. Ça m'a rassurée, tu vois, de voir qu'il y a du vrai boulot et des missions intéressantes et des entreprises intéressantes. Parce que c'était un peu ma crainte, parce que je suis restée, moi, en final, j'ai jamais travaillé, à Rennes. Tu vois, toute ma vie professionnelle, je l'ai fait ici. Et quand tu connais la vie professionnelle parisienne, c'est foisonnant, quoi. C'est une richesse assez folle, quand même. Tu peux aller dans tous les centres, tous les grandes marques, tous les sièges, c'est quand même assez impressionnant. Quand tu reviens après, quand même que ce soit un peu à la hauteur, quoi. Bon, on viendra te voir, parce que Saint-Malo, c'est pas mal. Exactement. Non, mais il y a ça aussi, je me dis qu'au final, parfois, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées à faire à Paris, tu vois. Les transports, c'est compliqué, tu vois, parfois, pour venir à Bagneux, justement. Parlons-en.
mais je vais pas le faire tous les jours parce que c'est toujours un peu loin. Et au final, il y a des gens que je vois pas très souvent à Paris, alors qu'on habite pas très très loin, on habite relativement, enfin dans la même ville, tu vois, c'est Paris et tout. Et j'ai l'impression que je les verrais plus facilement si je les invitais à venir passer un week-end en Bretagne, puisque j'aurais un grand appart avec une chambre d'amis, et je pourrais les accueillir plutôt que de les voir sur Paris. Ça oui, puis tu passeras pas une soirée avec des gens, mais tu passeras un week-end. Exactement. C'est quand même vachement, enfin c'est différent. Ouais. Puis au final, quand tu te retrouves entre amis, quand t'es au-delà de 2 personnes, bah tu te retrouves pas à Paris, tu vas faire un week-end entre amis. Donc, quoi qu'il arrive, tu sors de Paris et tu prends un train et tu vas ailleurs. Donc on revient à notre ami la SNCF, mais n'empêche que voilà, ça nous aide. Moi, je trouve à voyager. Donc vous viendrez de moi. pour aller à la mer un peu. Oui. Que quand il fera beau, on viendra. Bah non, alors en hiver par contre, beaucoup moins. Oui. C'est sûr. Si, pour faire la rue de la soif, c'est bien. Oui, mais on a plus de 17 ans. Donc, ouais, mais justement, tu vois, chez nous, c'est pas que les jeunes qui ça. L'alcoolisme. Breton, les potes. Bon, on fait une petite pause et on revient tout de suite pour vous parler cinéma. Deuxième partie, donc on va vous parler cinéma avec des films qui sont sortis en salle, qui vont sortir en salle, mais aussi des films Netflix. Il y en a des cools qui sortent, c'est des belles choses, qui est les films de Noël quand même. Il faut pas les oublier. Oui, quand même. Côté ciné, on va peut-être démarrer par Marine. Elle ne veut pas démarrer. Si, un peu. Est-ce que tu nous le fais en chanson? Est-ce que tu commences par chanter ou Letto. C'est en quelle langue? C'est censé être merci Anne-Laure. C'est du russe. Ah, d'accord. Je vous parle. Anne-Laure, je t'emmerde. On vous renvoie à un épisode où on parlait de la comédie musicale que veut lancer Marine. Leto, c'est un film que j'ai vu à Cannes cette année, dont tout le monde a beaucoup parlé, beaucoup de gens l'ont aimé. Qui est reparti bredouille. Il n'y a rien eu, bien sûr, parce que quand les films sont bien, on ne leur donne à rien. Non, c'est pas vrai. C'est une règle. Ah, on va en parler d'un bien après, qui était un peu l'évidence dans cette compétition morose. Donc ce film, c'est Leto, c'est un film d'un Russe qui s'appelle, attention, Kirill Serebrennikov. Qui est un film en fait sur la culture rock dans les années 80, autour d'un personnage donc qui est un jeune rocker qui a existé, qui s'appelle Victor Stoy, qui était un petit peu un mec libre qui voulait faire du rock à l'époque où aux États-Unis toute la culture underground émergeait, alors qu'en Russie on était sur des chants traditionnels pour que les gens jurent fidélité à l'armée rouge. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de ça, comment est-ce qu'il est devenu une icône rock dans une URSS très stricte et pas très rigolote. Ses rencontres, ses amours, comment petit à petit il prend un aura incroyable auprès d'une communauté de gens autour de lui, comment la drogue le fait plonger, évidemment, hein, c'est un rocker, dans des trucs pas très beaux. C'est plein de belles choses, c'est un noir et blanc qui est époustouflant. Enfin, je pense que même Michael Haneke et son film Le Ruban Blanc, que j'avais détesté par ailleurs, n'arrive pas à ce degré-là. C'est vraiment très beau, c'est très moderne. Même si c'est un film russe, il y a vraiment plein d'idées créatives, il y a plein de... Même si c'est un film russe. Mais non, mais moi je dirais à personne, tiens, tu veux pas aller voir ça, c'est un film russe. Personne ne veut voir les films russes. Enfin, je veux dire, les films russes, c'est Léviathan. Vas-y, c'est quoi le dernier film russe que vous avez vu? J'avais un truc de super-héros avec une voiture qui volait, je sais plus comment ça s'appelle. Apparemment, on n'a pas de titre. Alors, t'as jamais dû voir un film russe de ta vie? Moi aussi, tu vois, ça me vient pas, mais si, j'ai sûrement. Enfin, on sent que l'URSS des années 80, c'est pas non plus la grosse joie, quoi. Ouais. Donc c'est un film qui apporte autre chose, qui a une BO qui est vraiment ouf. C'est frais, c'est vivant, c'est vraiment très très chouette. Je suis pas sûre qu'il fasse une grosse carrière au cinéma. Cannes, c'est un peu loin. Mais en tout cas, c'est vraiment un film à voir. Et c'est à quelle date en plus? Le 5 décembre. C'est pas trop film de Noël non plus. Non, parce que l'été... Ah, bah, évidemment, oui, parce que l'été, ça veut dire l'été. Voilà, donc c'est un peu con comme date de sortie. Ah oui, j'avoue, c'est un peu bête. Et j'arrête l'été. J'arrête l'été. Voilà, on parle de gens où j'arrête l'été. Et il faut savoir que c'est une histoire vraie, donc ce jeune garçon rocker a existé, et qu'il est mort à 28 ans d'un accident de voiture. Pas partie du club des 27. Non, du club des 28. Donc, c'est ça que personne ne connaît. Donc voilà, si vous avez un cinéma qui a du goût, n'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment un très très beau film. Enfin, alors on va continuer avec Cannes. Podcast élitiste, attention. Non, après ça va... Ne vous inquiétez pas. La sortie en salle
la Palme d'Or de cette année, donc qui sort le 12 décembre. C'est le nouveau film de Koreeda, Une affaire de famille, que moi j'ai pu découvrir à Cannes à Paris, donc ça remonte un peu, donc mes souvenirs sont quand même pas hyper précis, mais je me souviens quand même que c'était vraiment très très bien, que j'ai été très émue. C'est un film japonais. Koreeda. Bah oui, mais on précise. Je précise. Donc c'est un film effectivement japonais. Ça raconte l'histoire d'une famille assez, alors au début on comprend pas trop, un peu recomposée, étrange, avec des qui volent par exemple avec le petit garçon. Enfin c'est voilà une histoire de famille bizarre qui recueille une petite fille qui en fait, alors dans mes souvenirs, dis-moi Marine si je me trompe, mais c'est parce qu'en fait elle fait partie d'une famille où le père bat la mère, en fait ouais. Elle fuit, c'est un quotidien qui est atroce. Voilà, donc elle est recueillie et puis il s'attache, donc en fait on suit un petit peu l'arrivée de cette petite fille dans cette famille. Et moi je m'y attendais pas du tout, parce qu'au début ça part un petit peu comme une comédie, voilà, et en fait je me suis vraiment fait cueillir par l'émotion. Il y a vraiment un truc fort qui se dégage du film, et c'est hyper émouvant. Les personnages sont tous très très bien écrits, très intéressants, et je l'ai vu sachant que c'était la Palme, je crois, et j'ai pas été déçue. Je trouve que c'est vraiment une très belle Palme. Voilà, un beau coup de cœur, certainement qui fera partie de mon top d'ailleurs. Mais c'est marrant parce que très beau film. Moi je me souvenais pas du tout que c'était ça la Palme d'Or cette année. Enfin tu vois, c'est pas du tout. Je pense que c'est pas resté dans les esprits. Bon, après c'est les palmes, ouais. C'était en mai, on est en novembre, bon. Puis c'est long, enfin la promo elle arrive pas tout de suite. C'est ça. On l'oublie. En fait ils font pas la promo du film après la Palme, donc du coup on t'a donné le nom, mais c'est une Palme, moi je trouve très accessible. Ah ça c'est bien. Parce que c'est pas un cinéma d'auteur qui se veut pénible, qui se veut un peu de moralisateur. Il y a beaucoup de choses dans le film sur les gens d'à côté, ceux qui ont une vie qui est pas toute lisse et toute tracée et qui font avec ce qu'ils peuvent. Ouais. Bon bref, c'est une famille sur des chemins qui devaient pas se croiser et qui se croisent au fil des moments de vie. C'est ultra beau, c'est tendre, il y a des scènes magnifiques où ils vont à la mer et c'est beau. Alors après il y a un rythme un petit peu lent, mais ça on a dit que c'était accessible. C'est accessible. Non, c'est accessible. Voilà, c'est pas du Haneke, c'est pas du Léviathan, c'est pas des trucs de contemplation pendant des heures. Et Koreeda, il nous a quand même fait des belles choses avant. Donc ça reste dans son cinéma. Rester sur un grand réalisateur avec un film qui ne sortira pas au cinéma, mais qu'Anaïs a pu voir au cinéma. Oui. Un grand réalisateur. Bah quand même. Alors excuse-moi, on parle d'Harry Potter, mais Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est quand même Alfonso Cuarón. Voilà. Et c'est un des meilleurs. Mais bon. C'est d'accord, Harry Potter est le meilleur. Mais après il a fait quoi, Cuarón? On a parlé pas de Gravity. Il a fait Le Fils de l'homme. Bah oui. Mais j'aime pas, moi, ce film. Je suis désolée. Gravity, j'adore. Mais j'aime pas Gravity. Je pense que vous détesterez Roma, du coup. Parce que dans Roma, tu retrouves quand même tous les thèmes et la façon de filmer que le réalisateur adore, tu vois. C'est vraiment très, tellement sur la genèse aussi, sur la création, sur la maternité. Bon, il a un problème avec sa mère. Hein. Beaucoup de choses à régler, ce monsieur, lui aussi. Comme beaucoup de réalisateurs. Mais bref, oui, j'ai fait partie des chanceux qui ont pu découvrir Roma sur grand écran, au cinéma. Et pour le coup, je trouve que c'est un film de grand écran. Et au-delà de ça, un film de festival. Là, pour moi, Roma fait un peu plus film de Cannes, tu vois, film cannois que film Netflix, tu vois. Je sais pas, je pense que chez moi, j'aurais eu beaucoup plus de mal à me mettre devant le film et à rester concentrée pendant 2h15. Parce que c'est assez contemplatif parfois et surtout ça c'est du noir et blanc. Le synopsis, véridique, le synopsis c'est une famille vit au Mexique en 1970. Point. Tu n'as rien d'autre dans le synopsis parce qu'en fait c'est un moment de vie que tu filmes pendant 2h15. Donc tu suis juste là, t'es dans cette caméra, enfin t'es à la place de cette caméra dans une maison où tu vois des gens qui évoluent, tu suis à la fois la famille et les enfants et leurs domestiques qui vivent des choses en parallèle mais tu les accompagnes en fait, tu vois. Et il y a pas de vrai scénario en mode c'est pas des dialogues travaillés, c'est vraiment des tranches de vie où tu suis des gens. Donc la scène d'ouverture, je pense que t'en as pour 5 minutes à voir la meuf frotter le sol avec de l'eau et le laver. Et ça dure comme ça très longtemps. Donc tu te dis, pendant le début, tout le monde se regarde un peu en mode ça va être comme ça pendant 2h15 parce que ça va être très très long. Et tu te dis très longtemps, où est-ce que ça va, qu'est-ce qu'il veut raconter, qu'est-ce que ça fait et tout. Et au final, à la fin du film, moi je suis ressortie, j'avais pris une grosse claque. Et c'est impossible à expliquer. C'est-à-dire qu'à la fin, ça m'a vraiment touchée. J'avais les larmes aux yeux, j'ai trouvé... là aussi le noir et blanc est absolument fabuleux et la maîtrise des plans, enfin de l'image, la mise en scène elle est incroyable et il y a une émotion qui s'en dégage qui est folle. En plus t'as aucune tête d'affiche là pour le coup, c'est vraiment ça se passe en espagnol du coup et même en dialecte d'un des personnages.
ça se passe dans les années 70, donc en plus c'est même pas une époque qui nous parle ou qui nous concerne, tu vois, et t'as un contexte historique qui est derrière la vie de cette famille, qui est aussi intéressant à regarder, mais ça paraît pas très accessible comme ça. Je pense qu'il mérite aussi d'être revu pour effectivement comprendre beaucoup de métaphores comme Gravity sur les thèmes, sur plusieurs thèmes que t'as besoin de revoir. Donc je sais qu'il est pas facile, je pense qu'il aurait mérité à vraiment sortir en salle parce que je pense que t'es plus concentré quand t'es dans une salle de cinéma. De film, hein. Voilà. C'est la faute à la France. Que d'être sur ton téléphone ou quoi que ce soit chez toi, tu vois. C'est vraiment dommage. Et en plus, il y a un travail sur le son qui est assez incroyable dans le film, qui te plonge complètement pour le coup au cœur de la maison et au cœur de la ville. Voilà, donc je me suis pris une grosse claque, c'est quasiment impossible d'expliquer pourquoi. D'ailleurs, j'ai pas écrit de critique dessus et je pense que j'arriverai pas à en écrire une. C'est le genre de film où tu sais pas trop quoi dire, et on sait même pas résumer, tu vois, il y a vraiment rien à résumer, faut juste le voir et faut le vivre. C'est le genre de film qui se... Donc j'ai trouvé fabuleux, mais je comprendrais que beaucoup de gens qui lancent le film se disent vous êtes un peu paluchés les gars sur ce genre de film qui peut paraître un peu moins accessible, quoi. Effectivement, le film sort le 14 décembre sur Netflix. Ouais. Il ne sort pas au cinéma en France, puisque les règles en France sont que si le film sort au cinéma, il ne peut pas être disponible sur Netflix avant 3 ans. Ouais. Et Netflix refuse forcément cette chronologie des médias qui leur imposerait en fait de se priver de leur contenu. Et ça c'est vrai en France mais pas ailleurs. Pas dans tous les pays. Il est sorti aux États-Unis parce que pour pouvoir participer aux Oscars, de toute façon, il fallait une certaine présence en salle. Exactement, c'est sa date de sortie. Là, en décembre, il y a plusieurs gros films qui sortent sur Netflix, qui sont en fait des films qui sont en lice pour les Oscars. Netflix compte remporter l'Oscar cette année. Franchement, à mon avis, Quaron en aura un. Et il compte en remporter plus d'un. Ils sortent pas mal de choses là sur la fin d'année. C'est quoi les autres films de fin d'année Netflix qui sont éligibles? Voilà. Je l'ai pas regardé, mais les critiques sont pas terribles. Oui, mais ça, t'auras de la mise en scène, je sais pas. Ça reste quand même des noms, en fait. Oui, ça reste des noms qui débarquent sur Netflix, qui font te dire que peut-être faire attention à ce qu'ils font. Donc effectivement, en France, on n'a pas la chance de les voir au cinéma à cause de cette chronologie des médias qui en énerve plus d'un. Mais ça continuera à être comme ça, malheureusement, encore. Il y a un film aussi qui sort avec Jennifer Aniston. Sur Netflix, c'est pas mal. D'ailleurs, ça fait partie de ces grands films qu'on voit sur Netflix, tout souvent. Je la déteste. Non, mais comme tu vas nous parler de tous ces merveilleux films que tu arrives à voir sur Netflix. Moi, je vais vous parler de magnifiques films sur Netflix. C'est simple, c'est Noël. On arrive dans la période de Noël et Netflix le sait très bien. Ah oui, ils se sont lâchés là. Donc alors ils se lâchent côté téléfilms qui ne sont pas les leurs, ils se font plaisir tous les ans à en rebalancer pas mal. Et ils se font aussi plaisir maintenant sur leur propre film Netflix Originals de Noël. Donc l'an dernier, on avait eu la chance d'avoir Christmas Prince qui avait été un très gros succès. Il y en a d'autres de ça. On était sympa. Donc cette année, il y a le 2 qui sort, on l'a pas vu au moment où on enregistre puisqu'il sort la semaine prochaine. Je suis très impatiente de le voir. Mais en attendant, ils en ont déjà sorti il y a 4-5 des originaux. Oui, donc il y en a les chroniques de Noël, Christmas avec Kurt Russell, que j'ai commencé pour l'instant, j'ai pas encore fini. Il y en a un qui doit s'appeler 48 vœux ou 46 vœux de Noël, qui est très pour les enfants, qui est sorti il y a 2 semaines. Et il y en a 2 en particulier sur lesquels j'ai m'attarder un petit peu plus, qui sont Holiday Calendar et La Princesse de Chicago, je crois en français, Princess Switch, qui sont du coup 2 romances de Noël, qui sont quand même mes films préférés, je dirais. Puisque moi, à Noël, ce que j'aime, c'est me mettre sous un plaid avec un petit thé et regarder un film bien gnangnan. Alors je vais commencer par l'autre, j'ai commencé par Holiday Calendar, qui est celui que j'ai le moins aimé des 2. Je suis pas d'accord. Je sens un énorme qui râle derrière. Enfin, moi, il me donne envie de le voir, en tout cas. Non, il est pas terrible, mais il est quand même bien mieux que l'autre. Un film avec Katrina Graham, qu'on avait vu dans... Vampire Diaries. Voilà, j'ai dit le truc de vampire. Vampire Diaries, ouais. Elle fait partie de... donc Holiday Calendar, c'est, du coup, l'histoire d'une jeune photographe de talent. Ouais, enfin de talent. En fait, elle prend au début surtout des photos de gens devant des cheminées pour Noël, quoi. Ah oui. Donc elle bosse pour un photographe, elle est assistante et pas le job de ses rêves, elle aimerait juste être photographe pour de vrai. Et son grand-père lui offre un très beau calendrier de l'Avent à l'ancienne. Grand-père qui est celui qui joue dans This Is Us, qui est je crois, effectivement, le père de Randall. Effectivement, c'est effectivement. Et du coup, ce calendrier est magique et tous les matins, il y a la fenêtre jour qui s'ouvre, le 1, le 2, le 3, et dedans, elle trouve une petite figurine qui va représenter quelque chose, en fait, dans sa journée.
C'est un peu un spoiler de sa journée. Donc elle est accompagnée bien sûr de son meilleur ami friendzoné depuis des années, qui est bien sûr aussi fan de photos, qui revient d'un tour du monde, qui bien sûr est pas mal. Oui, qui est pas mal, que toute sa famille adore, mais que elle n'a toujours vu que comme son meilleur ami. Elle va rencontrer un... Je me demande bien ce qui va se passer. Suite à un accident, elle va rencontrer un jeune homme qui a une fille, qui est médecin, qui est parfait, qui va aider les pauvres, qui est vraiment le gendre parfait. Et ça va être justement le film qui va être autour de cette histoire d'amour possible, de cette amitié avec ce mec qui a la friendzone plus d'enfance, et ce calendrier qui tous les jours lui révèle quelque chose. Ouais, elle comprend, enfin en fait elle comprend rapidement la magie derrière le calendrier, qu'il se passe quelque chose. Quand la porte elle se débloque pas par hasard, et effectivement elle comprend qu'il y a un message caché derrière toutes ces figurines. Je sens la rage d'Anne-Laure sur le côté. Moi, j'ai pas accroché du tout, en fait. Non, mais moi non plus. Bah, dis que par rapport à l'autre, c'est mieux que l'autre. En fait, j'ai trouvé que la magie de ce calendrier, de l'histoire autour... Alors, c'est un peu sous-exploité, en fait. C'est sûr, l'idée, elle est pas mal. Oui, non, l'idée du calendrier de l'avant et tout, l'idée était pas mal, mais en soi, en vrai, c'est pas terrible, quoi. Enfin, ça fait un petit détail limite enfantin dans l'histoire où on s'en fout complètement. Après, pour ce qui est du scénario, il est typique. C'est pas le genre de film où tu t'attends à être surpris, hein. Il y a pas de secret, les films de Noël, normalement, si... Normalement, ça se passe à Noël, déjà, si dès les 3 premières minutes t'as pas compris avec qui elle finissait, c'est qu'il y a un problème. C'est que le scénario sera pas bon. Mais j'ai pas accroché ni à elle, ni aux acteurs. Enfin, ça allait pas. C'était trop. Ça m'a pas plu. Tu peux pas me dire que j'ai pas accroché aux acteurs et après me dire que t'as accroché aux acteurs de Princess Switch. C'est pas possible. Mais du coup, je parle du deuxième. Directement parce que il y a toute une histoire avec ça. Le deuxième s'appelle... de déni de elle qui est comme ça, qui est bloqué dans son truc, c'est génial. Le deuxième s'appelle Princess Switch. Alors, c'est un film typique de princesse avec un mariage, un prince dans un pays qui n'existe pas. J'adore ces pays. C'est la Reine des Neiges. Oui, c'est la Reine des Neiges, c'est le journal d'une princesse. Enfin, il y a tellement de films autour de ça. Mais c'est ça le problème. Alors, c'est repompé sur plein de trucs. Mais oui, c'est repompé sur plein de choses. Et c'est repompé sur un de mes films d'enfance préférés, qui est À nous 4. Et c'est tellement mal fait. Et ça m'a énervé. Mais enfin après c'est toujours le problème de films avec pas des jumeaux, parce qu'en l'occurrence elles sont pas jumelles. Donc on est sur une jeune femme qui est pâtissière, qui travaille pareil avec son meilleur ami qui est veuf, qui n'est que son ami depuis des années, et qui a une petite fille. En fait il gagne un concours qui fait qu'il parte dans un pays, je me souviens plus du nom de ce pays. Ça ressemble à la Bulgarie, à la Moldavie. Voilà, un pays qu'en fait que tu peux pas trop situer, mis à part qu'ils parlent tous anglais, qui sont tous en costume suisse, qui neige tout le temps, qui fait moins 40, ils ont des traîneaux, des petits animaux, tout est mignon, tout est joli, on a l'impression que c'est Noël toute l'année. Ils partent là-bas pour le concours du meilleur pâtissier. Et pour c'est un concours télévisé. Avec un prince qui parle anglais. Bien sûr, en fait, tu te retrouves dans un pays c'est un royaume. Donc t'as un roi, une reine, un prince. Tu débarques, t'es au courant tout de suite que le prince, il va se marier avec une jeune femme qui ne montre jamais son visage. Donc là, tu commences à te dire, ok, je sais quel va être le switch. De toute façon, tu vois sur l'affiche qu'il y a 2 femmes qui se ressemblent. Et donc effectivement, tu vas avoir une rencontre entre cette pâtissière et la future mariée. Il se trouve que elles doivent avoir un ancêtre en commun. Un jour, quelqu'un qui a fauté, je crois que c'est un tonton qui est parti. Cécile. C'est ça qui est parti aux États-Unis. Fauter aux États-unis. Et elles ont apparemment un descendant en commun, mais elles sont vraiment identiques toutes les deux. En même temps, c'est la même actrice. Hein. Oui. Voilà, ils ont dû bien s'amuser pour les tournages, parce qu'elles ont quand même pas mal de scènes en commun. Et donc cette future princesse, elle a jamais connu la vraie vie, elle a toujours vécu enfermée, formée à devenir une princesse. Et l'autre, elle est pâtissière, elle est complètement coincée, hyper coincée, hyper organisée. Voilà, sa vie lui plaît pas non plus. Enfin, c'est pas le kiff, quoi. Donc elle décide de switcher de vie pendant 3 jours. Juste avant de se marier, elle veut prendre un petit bol. Voilà, elle veut voir la vraie vie. Elle veut savoir ce que c'est le peuple, elle veut savoir comment est-ce qu'on vit quand on n'est pas une future princesse, et elle switch. Alors bien sûr ça va se passer comme elles ont prévu, puisqu'au départ le prince devait partir en voyage, finalement il annule, il reste là. Donc celle qui était pâtissière, elle se rend compte que elle va devoir devenir à vraiment avoir son rôle de future princesse, et l'autre se retrouve à vivre avec ce meilleur ami et sa fille. Et donc c'est typique des films, tu sais avec qui va finir avec qui, tu comprends très vite. Mais j'ai beaucoup accroché.
C'est parce que j'aime bien les actrices. Enfin, l'actrice. Et comment tu peux aimer, comment tu peux aimer cette actrice? Donc c'est Vanessa High School Musical. Bien sûr. Ça, on aime, hein. Spring Breakers. Elle a fait plein de films mielleux des trucs que t'aimes bien regarder, quoi. Et donc, du coup, j'étais très contente de la revoir. Elle a vraiment une tête de nœud, quoi. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans le film, tu as aussi la gamine qui est en fait le personnage qui a tout grillé depuis le début. En fait, elle sait ce qui se passe. Il y a pas tous les personnages ne sont pas idiots à pas se rendre compte qu'il y a eu ce switch. Du coup, elle force les choses, elle va découvrir des choses. Et c'est un truc que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai bien aimé. Alors, elle va hurler. J'ai bien aimé le prince. Oh, non. Je hurle aussi. En fait, non, mais c'est pas possible. C'est parce que c'est un personnage qui au départ tu n'aimes pas puisque. Mais tu l'aimes pas non plus à la fin. Il est transparent. Alors, tu vois la définition du charisme, bah lui c'est le contraire. Mais le premier plan où on le voit, je me suis dit ça ne peut pas être lui. En fait, au départ, quand tu vois le prince, en fait, il est avec une future princesse, ils se connaissent pas trop, ils sont pas, enfin, ils doivent finir ensemble, mais ils s'aiment pas, tu vois, enfin, c'est pas une relation qui existe. La première fois que tu le vois dans la voiture, le mec, il connaît pas son peuple, il connaît rien, et en fait, c'est avec le switch qui va, se joindre à cette princesse qui n'est pas une princesse, en fait, une fille du peuple, qui va lui faire comprendre que, il y a des enfants orphelins, à faire des petits gâteaux, des cadeaux, faut qu'il pense aux gens. Du coup, il va se transformer. Et du coup, moi, j'ai trouvé mignon, adorable. Lui, il est pas du tout à la fin. Il a rien de mignon. Il a une face de cul. Mais vraiment. Non, mais il ressemble à rien, il dégage rien. Comme un pied. Moi, je préférais alors. Il est pas du tout prince, quoi. Moi, à la base, j'aimais bien le meilleur pote. Ouais. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, je sais qu'il était pas mal. Je me suis rendu compte qu'il avait l'air complètement idiot quand il souriait. Vu qu'il sourit pendant tout, et il a vraiment une tête d'idiot quand il sourit. Et du coup, même ça, en fait, j'arrivais plus, même la petite, elle joue mal, tout le monde joue mal. C'est pas sympathique, la petite fille. Ouais, ils sont tous insupportables, et c'est alors, après, il y a un truc qu'il faut savoir aussi, ça joue peut-être. Tous ces films de Noël, j'ai aussi une habitude, c'est que je les écoute et je les regarde en VF. Parce que ça me donne un petit charme supplémentaire. Pas dans le sens où ça les rend plus mauvais, mais justement... Ça fait plus film de Noël. Ça fait plus film de Noël kitsch, ça te rapporte plus à ton enfance parce qu'il est en français. Alors peut-être que tu vois en VO, il a un accent british. Ouais, il a pas du tout en... Où je t'ai dit déjà à quel moment ils sont britanniques, les mecs, dans ce pays inventé, là, tu vois. Et elle, c'est pareil, entre les deux princesses, t'en as une qui a donc cet accent britannique et l'autre qui a le gros accent américain, donc elle joue sur le switch, elle travaille sur l'accent. C'est lui. En français, ils se sont pas fait chier en fait du tout sur les accents. Elle joue tellement. Et du coup, effectivement, oui, t'as pas cette espèce de surjeu qui existe. En fait, c'est quoi, j'ai eu l'impression, classique, en la voyant dans le film, je me suis dit, en fait, là, je suis en train de sentir que t'as honte d'être dans ce film. Non, mais... C'est alimentaire. non, mais ouais, mais franchement, j'ai ressenti ça. J'ai senti la nana pas du tout investie, qui fait un peu, enfin, je sais pas, elle m'a vraiment dérangée, et à la fin, je la supportais plus, quoi. C'était devenu physique. En fait, je m'attache pas du tout à elle, moi, surtout. Enfin, tu vois, Oui, au-delà de ça, mais elle m'a énervée de par son jeu et de par... En fait, c'est un jeu où tu vois qu'elle s'est pas du tout investie parce qu'elle s'en fout et qu'elle fait ça un peu... Je déteste cette nana, je la déteste. Moi, c'est surtout, il m'a manqué cette magie. Je trouve ça hyper dommage. Ils exploitent un truc qui est dans tous les téléfilms de Noël, mais ils ne l'exploitent pas à fond. Il y a ce monsieur qu'elle croise partout. Mais oui. Qui est genre à Chicago, qui lui sonne la cloche en mode, tu sais, il faut saisir ta chance, ça, machin. Qu'ensuite, elle recroise dans la ville, tout ça. Normalement, c'est ça, dans les vrais films de Noël, tu vois, c'est le miracle de Noël, il se passe autour de cette personne-là. Ce miracle, on le voit tout le long du film. Oui, mais là, sauf que là, il tombe comme un cheveu sur la soupe absolument partout, et je le trouve hyper mal foutu. Enfin, et du coup, pour moi, il y a une espèce d'énorme faux raccord qui m'a trop dérangé avec la boucle d'oreille à un moment. Ah oui? Putain, c'était vraiment toi, c'était incroyable. T'as pas vu? C'était pas choqué, putain. Et elle avait à un moment, elle a une énorme boucle d'oreille, et en fait, un plan sur deux, du coup, elle l'a pas à l'oreille gauche, ça m'a dérangé. Non, mais ce film est pourri. C'est vraiment, Bon, en tout cas, ça donne envie, hein. Ouais, moi, j'ai beaucoup en fait, il y a aussi un point... Ouais, il m'a pas dérangé, juste, il se regarde très bien quand il fait autre chose. Il y a un point aussi que Netflix a fait, et que c'est la première fois qu'ils le font. Ils ont lié ce film-là avec du coup Christmas Prince qui est sorti l'an dernier. Et les crossovers? Alors, non, il y a pas un crossover. C'est pas un crossover, c'est qu'il y a un clin d'œil, c'est qu'à un très moment, marqué. Il y a une des une des princesses, une de la future princesse, qui va faire une référence en fait à ce film, où tu vois vraiment des images du film, et là je les vois regarder Netflix. Voilà, ils regardent ce film, en parlant en fait pas de la moralité du film, mais en fait c'est ça, c'est, oh regarde, et là la nana, elle est pas princesse, mais elle rencontre un prince, et elle va devenir princesse alors que c'est une fille normale. Qui est en fait c'est l'inception de Netflix. C'est l'inception de Netflix. Ok. C'est pas un crossover du tout. Non, c'est pas un crossover, mais ils se font référence à eux-mêmes. Je pense que s'il y a des suites, enfin, il y aura une suite à Christmas Prince. Qu'est-ce qu'ils sont malins. S'il y a une suite de ça, tu sens très bien qu'il y aura un crossover s'il y a des suites, Exactement. C'est incroyable que personne n'y ait pensé avant. Alors, pour l'instant, effectivement, il n'a pas le succès qu'a eu, Christmas Prince, qui a été la folie l'an dernier. Heureusement.
Mais en tout cas, vous me donnez envie de regarder. Ça me rappelle un film que j'aime beaucoup qui s'appelle, je sais pas quoi, Monte Carlo avec Blair. Oui. Mais c'était pas un film de Noël. C'est pas un film de Noël. Mais à mon avis, ça a l'air du même genre mais de celui-là, qualité. tu peux le retrouver sur Amazon. comment ça s'appelle il y a pas longtemps. Monte Carlo, vacances à Monte Carlo. Non, attends. Ah oui. Quelque chose comme ça. Ouais. Je crois que c'est assez bizarre. C'est des films nuls que j'assume pas trop de regarder. Donc c'est le film un peu. J'ai toujours film bonbon, mais c'est un peu ça, tu vois. C'est le film que tu regardes. C'est des plaisirs coupables. Oui. C'est ça. Quand tu joues à la Switch et que tu fais la machine en même temps. Oui, c'est ça. Là, tu vois, je joue à Pokémon. Ah non, mais moi, non, mais tu regardes un autre en même temps, tu vois. Enfin, tu peux faire autre chose avec. Ouais, mais alors ça, c'est ce qu'on se dit, mais sincèrement, moi, quand je regarde des films de Noël, en fait, je les regarde. Moi aussi. Non, mais soyez honnêtes, je les regarde. Ils sont en VF, tu vois, bon. Ouais, celui-là, pas le même niveau de concentration. Moi, tu vois, je me suis à moitié endormie devant parce que vraiment, je me faisais chier. Mais sinon, je les regarde parce que c'est un vrai plaisir de les regarder. Pareil. Mais donc, du coup, il y en a plein d'autres. Des téléfilms qui sont non Netflix aussi regardés, dont Mariage sous la neige. Mariage sous la neige, qu'Elle m'a conseillé que j'ai regardé ce matin. Ah, je me suis empressée. Non, mais parce que je trouve que c'est un nul assumé. Et ça, j'ai bien aimé. Un peu plus, ouais, effectivement un peu plus nul assumé, où c'est une jeune femme qui organise un mariage, donc c'est pas un Netflix original, il est plus ancien je crois en termes de réalisation, mais qui est pas mal aussi, avec un final qui reste discutable. Ah non, mais c'est très nul, mais je trouve ça plus très poussé. C'est moins ambitieux, tu vois, je me dis bon, ça passe. Ils ont pas été inventés des trucs de folie, la magie du machin, il est très classique, mais il est pas mal en film de Noël. Mais l'année dernière, il y avait le Noël à Snowfall qui était pas mal. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Celui-là, il était très chouette. Donc voilà, dans les films de Noël sur Netflix. D'ailleurs, ils les ont gardés, ceux de l'année dernière. Oui, c'est dans leur catalogue, donc je pense qu'ils sont surtout même. Là, il est long. Donc c'est tout pour les films. Oui, c'est tout. Oui. On va s'arrêter là, on va passer à nos petits coups de cœur pour cette fin d'année. Alors Anne-Laure, elle n'a pas réussi à choisir. Non, je voulais parler de deux petites choses. Alors elle en a deux, vas-y. Oui, parce qu'en plus c'est Noël, donc on peut quand même faire des cadeaux et tout ça. Alors, on peut. Alors non, moi je suis retournée. Alors, je parlais jeux vidéo, ce qui m'arrive quasiment jamais, parce que j'aime pas ça, je suis nulle, en plus je suis très très nulle. Du coup là j'ai quand même acheté un jeu dernièrement, parce qu'ils ont ressorti les 3 premiers épisodes de Spyro, le dragon, qui est vraiment le jeu auquel j'ai le plus joué quand j'étais enfant. J'adore Spyro, je sais pas pourquoi j'aime autant. Parce que je trouve ça mignon, je pense, c'est un petit dragon et tout. En même temps il est un petit peu badass, il a des petites répliques des fois un petit peu, j'aime bien le perso. Et les mondes sont sympas, on va délivrer des dragons, voilà. Donc ils ont ressorti les 3 premiers épisodes, comme ils avaient fait pour Crash en fait l'année dernière. Donc c'est le prix d'un jeu, mais il y a 3 jeux tout le temps. Et donc ils sont remasterisés, donc ils sont très très beaux, etc. Après au niveau de je prends énormément de plaisir à y rejouer. Au niveau de la jouabilité, par contre, il y a toujours des gros problèmes, et je m'en souviens que c'était ça aussi à l'époque, des gros problèmes de caméra. Ça, j'ai vachement de mal. À chaque fois, je suis obligée. Des fois, je me fais tuer parce qu'en fait, la caméra s'est pas bien remise et j'ai pas été assez vite. Donc ça, c'est un petit peu pénible. Je comprends pas qu'ils aient pas corrigé ça. Je connaissais pas du tout Spyro, tu vois. C'est vrai. C'est notre génération. Moi, je les ai je connaissais, mais je sais pas. J'ai connu avec les Skylanders, tu vois, puisque c'est tiré l'univers de Spyro. Et c'est marrant. Je sais pas si j'ai joué, mais c'est la même chose que Crash, tu vois. Crash, c'est jamais fait partie de mes jeux. Moi, je préfère Spyro à Crash. Alors déjà parce que c'est plus simple et je trouve ça plus mignon et j'aime beaucoup le côté mignon. Et non, et c'est marrant, mais il y a vraiment des mondes où je m'en souvenais par cœur, quoi. Là, je savais très bien qu'allant dans ce monde-là, il y avait ce défi-là qui m'attendait et tout, parce que j'ai vraiment beau. Je l'ai beaucoup fait. Et non, c'est un gros plaisir d'y rejouer. Je pense que c'est un super cadeau pour des enfants. Donc même si je suis assez d'accord, j'ai vu des critiques comme quoi le premier même s'il a été remis au goût du jour, il est un peu daté, c'est vrai je suis assez d'accord, mais ça se joue quand même très bien et il y a eu un gros boulot, c'est très joli. Et voilà, pour moi c'est un gros plaisir. Donc, c'est entre 30 et 40 €, ça dépend des sites. Mais... Oui, c'est pour ça que j'ai pas trop... Pour 3 jeux, donc ça... pour 3 jeux, oui, ça va. Il y a quand même quelques heures de jeu. Voilà, et le deuxième petit coup de cœur rapide, c'est aussi une héroïne en l'occurrence de mon enfance, c'est Caroline. Ah, avec ses petits chiens. Oui, avec ses petits animaux, c'est Caroline et ses amis. Il y a un nouvel album. Caroline et ses amis. Voilà, donc moi c'était, alors pour certains c'était Martine, moi c'était Caroline. Parce que Caroline elle est quand même beaucoup plus moderne que Martine. Il m'offrait Martine. Ouais, mais Caroline elle est plus cool. Ah oui, mais... Caroline elle a ses potes, elle fait ses trucs elle a pouffé Noiro, elle fait ses trucs toute seule et tout, enfin c'est trop bien. C'est une femme indépendante. C'est une petite fille indépendante. Et du coup il y a un nouvel album, donc l'auteur est mort un petit moment maintenant. Donc qui a fait ce nouvel album? Voilà, donc en fait ils ont confié les illustrations à un nouvel illustrateur et c'est une auteure, une femme qui écrit les textes
Donc voilà, ils tentent de relancer la série. Alors j'ai travaillé dessus, donc je l'ai vu de près. Et non, c'est très beau visuellement, c'est très joli. Ça se rapproche beaucoup du style de Pierre Probst. L'histoire, pour le coup, je la trouve un peu classique. Ils ont modernisé les thèmes du coup? Là c'est l'année. Non, justement c'est resté. Vraiment, je pense qu'ils ont voulu se rapprocher vraiment du ton de la série de Pierre Probst. Et c'est un gros plaisir de retrouver cette série et ces héros. Moi, j'adore. Ils font tous les animaux ont bien leur petit caractère. Ils font tous des bêtises, etc. Et voilà. Donc il y a le nouvel album qui vient de sortir. Enfin, voilà. Donc non, c'est l'occasion de vous plonger dans Caroline et de acheter tous les autres parce que c'est un petit bonheur. Et ben moi je vais vous parler aussi jeux vidéo. Je vais vous parler d'un jeu mobile mais aussi PC, il me semble qu'il est sur Switch, qui s'appelle Reign. Ah, il est sur Switch aussi. Game of Thrones. Ouais. Alors Reign, il y a déjà 2 jeux qui sont sortis. Un premier qui s'appelle juste Reign et le deuxième qui était Her Majesty. Sur le principe, c'est une histoire où le gameplay du jeu, c'est Tinder. Tu valides les réponses en slidant à gauche ou à droite. Alors c'est pas du oui, non, c'est vraiment des textes. Donc les premiers, c'était vraiment sur la vie d'un roi. Tu faisais dynastie après dynastie, donc t'avais des conflits politiques, fallait que tu fasses une espèce de balance entre tu as la foi, l'armée, le peuple et l'argent. En gros, s'il y en a un qui explose, bah tu crèves. Donc à chaque fois que tu crèves, t'avais une nouvelle dynastie, enfin une nouvelle génération, donc un nouveau roi qui était en place. Alors Majesties avait repris le même principe mais qu'avec des reines. Et ils se sont dit que le principe serait cool à appliquer à Game of Thrones. Donc c'est un jeu licence officielle qui se déroule après la saison qui n'est pas sortie. Ouh, quoi? En fait, le jeu se passe comme si l'histoire était finie. Oui, mais avec quelle fin? Oui, mais avec quelle fin, exactement? Et alors, c'est là que... Parce que c'est un jeu officiel. C'est ça. C'est là qu'est tout le truc fou du jeu. Ça y est, tu vas se faire exciter. Non, mais c'est que, contrairement aux autres jeux où tu pouvais incarner un roi, puis son descendant, là, tu vas pouvoir incarner 9 personnages différents. Ah, selon... En fait, tout est possible, quoi. Potentiellement, tout est possible. C'est-à-dire qu'au début, tu démarres le jeu, tu es Daenerys, et tu vas pouvoir faire plusieurs actions, et à un moment, tu vas croiser un personnage qui va pouvoir devenir roi. Et dans ce cas-là, tu vas le débloquer. Et après, c'est toi qui fais ton choix. Est-ce que je continue avec Daenerys? Est-ce que je change de personnage? Et en fait, tu vas tu vas vivre des aventures Game of Thrones en choisissant toi qui tu mets sur le trône à chaque fois. Et du coup, les choses vont se dérouler. Alors, tu vas retrouver tous les personnages que tu connais. Tu vas retrouver Varys. Tu vas retrouver... Ah, même Varys, il est là-dedans. Ouais. Il est pas vraiment partout, lui. Hein. Tu vas retrouver pas mal de persos que tu connais. Mélisandre. Tu vas retrouver Cersei. Arya Stark. Ah non, mais ils sont partis du principe que personne ne... C'est quand même... Tu peux pas tuer. Je te rassure, tu peux tuer des gens. T'as tué qui? Oh bah... Cersei est beaucoup morte. Mais ça, c'est sûr. Parce qu'en fait, à chaque fois que ton roi meurt, ça reboot, hein. C'est-à-dire que tu reprends comme si tu remettais quelqu'un sur le trône. C'est-à-dire que quand tu prends Arya, effectivement, ta première action, c'est de buter Cersei. Ouais. C'est clairement, c'est le soulagement. Donc, si tu la mets 15 fois sur le trône, à chaque fois, tu peux démarrer en butant Cersei. Mais c'est lié à l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut que tu tues les personnes, tu penses que... Enfin, en gros, si t'as pas suivi Game of Thrones, est-ce que tu peux... Alors, si tu as pas suivi Game of Thrones, ça ne sert à rien du jeu. D'accord. C'est-à-dire que tu comprendras pas. Il y a pas d'intérêt, tu vas pas y prendre plaisir. Tu comprends pas. Alors que là, tu prends plaisir à essayer de découvrir tous les trucs qui sont cachés. Tu peux te déplacer, tu peux aller jusqu'au mur, tu peux aller de ville en ville, tu peux interroger les... Parce que là, quand même, tu suis des scénarios différents, mais écrits. Donc ça veut dire que probablement le bon scénario se cache dans le jeu. Ouais, il y a peut-être un de... En fait, c'est ça qui est assez intéressant. Il y a les White Walkers. Ouais, tu peux dire qu'ils te tuent aussi. Bah ouais, je pense que c'est ce qui va se passer. C'est une bonne démarche. Ouais, non, mais c'est ça qui est assez fou, c'est que tu vas vraiment avoir plein d'histoires différentes, plein de possibilités différentes. Il y en a peut-être une, effectivement, qui est la bonne. On sait pas. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça se passe après déjà une saison que tu n'as pas vue, mais que eux non plus, je pense qu'ils l'ont pas vu en faisant le jeu. Non, donc ils ont suggéré des choses, mais ça reste une licence officielle. Ouais. C'est validé, tu vois. Et t'as un aspect graphique aussi qui est assez étonnant, c'est comme si c'était des triangles avec des ombres. C'est vraiment un style très spécial, mais c'est des emoji presque, enfin, presque emoji. Ah oui. C'est un style, des illus qu'ils avaient déjà, en fait, pour les 2 précédents jeux. Très flat, qui donne un charme, en fait, au jeu, et t'es vachement dedans, et le gameplay est très simple, c'est ça, c'est gauche-droite. Et en fait, ça se joue. Et tu fais quoi après en action? Enfin, En action, c'est que du gauche-droite. C'est-à-dire que tu vas avoir parfois des déplacements, des combats, où c'est vraiment à gauche, est-ce que je vais dans la forêt? Est-ce que je vais dans les... En fait, c'est un au moment où tu déplaces ta carte à gauche et à droite, au-dessus s'affiche l'action qui va se faire. Donc tu choisis de la valider ou pas. Des fois, t'as que le début de l'action, et puis t'y vas, et puis bon, bah, tu te rends compte que c'était pas le bon choix. Ouais. Mais tu vas te retrouver plus tard face à cette situation.
Et du coup, tu sauras quel est le bon choix entre les deux. En fait, tu vas avancer de toutes les possibilités. Tu vas avancer dans l'histoire comme ça. Et quand tu meurs, tu as Mélisandre qui apparaît. Ah, tu ressuscites. Pas à chaque fois. Notre vieille Mélisandre. Et en fait, ça coûte que 3,49€. Alors, oui, sur iOS, il me semble qu'il est plus cher. Dématérialisé, il me semble que c'est 2,59€ sur Android. Et ça doit être, tu le trouves entre 2 et 3€ en fait, sur mobile et sur Switch. Donc c'est pas mal du tout. Et ça se joue, en fait, tu fais vite le truc, quoi. Non, parce que si tu veux creuser pour vraiment débloquer les 9 personnages, tu peux prendre du temps, vraiment. Tu veux vraiment explorer le truc complet, ça prend du temps. J'ai envie de l'acheter. Ouais, moi aussi, je pense que je vais l'acheter. Et ce qui est assez cool, c'est effectivement de découvrir les deux autres qui sont vraiment pas chers, je crois qu'ils sont à moins d'€1. Le premier règne et le règne Her Majesty. Graphiquement, j'aime beaucoup. Et ça se joue tout seul, quoi. Cool, ça. Voilà, c'était tout pour mes recos. C'est pas mal. On a fini. On est au bout de l'épisode. C'était bien. Ouais, on a fait plus long que ce qu'on fait d'habitude. Mais ça va être très difficile de couper parce qu'on a beaucoup parlé d'Harry Potter et on avait de la passion à dire. On refait un petit dernier tour de table pour savoir où est-ce qu'on vous retrouve sur internet. Laure, dis-nous tout. Je suis toujours très malade. Je suis toujours là. Non, on me retrouve comme d'habitude sur Bobine Sélective et Albobine sur Instagram. Marine de MP, Twitter, Instagram, et puis toujours Too Much Poney pour des petites choses de temps en temps quand on a le temps. Ça donne tellement envie. Amélie, avant que tu nous abandonnes. Même si je vous abandonne, ce sera toujours Anna Berno sur Twitter, Anna_Berno sur Instagram. Anna Brace. Anna Brace. J'ai déjà les hashtags BZH dans mes bios un peu partout, donc je suis jamais vraiment partie. Mais donc voilà, ça ne change pas. Et évidemment sur We Are Girls. Et We Are Insta Girls. C'est ça. Donc oui, moi toujours @Nivrae sur Twitter, un peu partout sur les réseaux sociaux. Et comme disait Anaïs, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Instagram, sur We Are Insta Girls. Avec un Z. Avec un Z, bien sûr. On met nos photos de voyage en ce moment. On fait rêver, là. On fait rêver un peu, on envoie du rêve. Donc n'hésitez pas à aller voir et à nous dire ce que vous en pensez, nous filer des idées aussi pour nos prochaines vacances. Et salut! Merci à tous, à bientôt! Salut!